On est de retour à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, pour un autre épisode. Aujourd'hui, on parle de blessures en course à pied. J'invite fortement les gens à écouter le premier épisode, le tout premier épisode du podcast, fait que l'épisode numéro 1 qui était sur la course à pied avec Blaise Dubois, parce qu'il y a beaucoup de concepts qu'on aborde dans l'épisode d'aujourd'hui qui sont un peu interchangeables avec ce qu'on a déjà discuté, et on ne revient pas évidemment sur tout ce qu'on a discuté dans le premier épisode. Le but aujourd'hui, c'était de faire une mise à jour de qu'est-ce qu'on a appris de nouveau dans la science de la course à pied et des blessures. Puis il y a beaucoup d'éléments qu'on n'avait pas abordés aussi parce que la course à pied, c'est un sujet très vaste. Alors voilà, j'invite les gens à écouter l'épisode numéro 1. Mais aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Jean-François Escuyer, également de la Clinique du coureur. Jean-François qui habite dans l'Ouest canadien maintenant, puis il était de passage en février 2-3 jours à Montréal et je l'ai attrapé en plein vol pour faire un épisode. D'ailleurs, je le remercie encore. Il a été extrêmement généreux de son temps. Je pense qu'il avait fait 3 podcasts dans la même journée. J'étais le dernier en fin de soirée et il était absolument dynamique comme à l'habitude. Donc, ceux qui ne connaissent pas Jean-François, c'est vraiment un expert, chercheur, clinicien. Il enseigne également en physiothérapie à l'Université de la Colombie-Britannique. Il est également propriétaire d'une clinique, donc il voit principalement une clientèle de coureurs. Il fait également de la recherche clinique sur la course à pied, principalement beaucoup en lien avec l'arthrose du genou, parce qu'il fait en ce moment son post-doctorat avec le sujet. Ou a-t-il déjà son post-doctorat? Bref, en tout cas, il a des études très avancées dans le milieu. Donc, c'est vraiment un expert très reconnu. Il est reconnu à travers la planète comme un des experts principaux en matière de blessures, prévention en course à pied, surtout en lien avec les douleurs au genou. Et il est également le responsable de recherche et développement à la Clinique du coureur. Donc, bref, un long CV de 26 pages que je ne peux pas résumer aujourd'hui pleinement. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui a évolué dans les dernières années, où en est la science sur qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de blessures en course à pied, c'est quoi les facteurs qui expliquent qu'on se blesse, est-ce qu'on peut prévenir les blessures quand on a une douleur au genou ou ailleurs dans le corps, est-ce qu'on peut continuer de courir sur cette douleur, on a aussi beaucoup parlé de la course et de l'arthrose, c'est quoi les liens qui existent, il y a beaucoup de mythes à défaire avec ça, et grosso modo, on a fait une petite mise à jour sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur les chaussures en course à pied dernièrement, et également quoi de neuf sur la technique de course, le patron de course, fait que vraiment un 360 super intéressant sur les blessures en course à pied. Et voilà. Donc, je vous laisse apprécier cet épisode avec Jean-François Escuyer. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé en ligne qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une 50aine de formations qui sont offertes. Et pour la communauté du podcast Parle-moi de santé, vous pouvez profiter du nouveau code rabais Parle-moi, P-A-R-L-E-M-O-I, pour 15% de rabais sur leur formation en ligne à prix régulier. Donc, comme d'habitude, tous les détails sont dans la description des épisodes du podcast. Donc, merci encore à BIA pour la confiance et bon podcast. All right, on est parti. Jean-François Escuyer, comment ça va? Ça va bien, merci Alexis, et toi? Ça va super bien. On profite de ton passage comme vraiment rare au Québec. Toi, t'es québécois de base, mais dans le fond, tu viens d'ici, mais tu habites maintenant dans l'Ouest canadien, puis on va en parler plus tard. Tu fais plein de choses vraiment le fun dans le monde de la course à pied. Mais là, tu es comme de passage, comme un coup de vent au Québec, puis aujourd'hui, tu t'es booké une journée de, je sais pas à quelle heure tu as commencé ça, mais tu m'as dit tantôt que j'étais le troisième podcast que tu faisais. Puis, t'avais même accepté d'enregistrer ça de 8h30 à 10h30 ce soir, après ma journée clinique. Finalement, on a réussi à brasser l'horaire un peu, puis on fait ça dans une heure un peu plus raisonnable. Fait que d'abord, merci beaucoup d'être ici. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. J'ai hâte de voir en personne parce que j'écoute ton podcast une fois de temps à autre. Fait que je suis content d'être là et de participer. Ouais, mais c'est vraiment cool. Puis moi aussi, je me suis booké une journée loadée comme ça. J'étais comme, OK, on va arriver au même niveau de fatigue, là, puis on va s'aider là-dedans. Fait que, grosso modo, je te reçois aujourd'hui, on va parler de course à pied, de blessures en course à pied. Toi, non seulement tu es coureur, fait que tu pratiques ce sport-là, mais c'est également ton champ d'intérêt, ton champ d'expertise comme clinicien, comme chercheur aussi. Tu es physio à la base, mais tu as aussi, avec le temps, développé toutes sortes d'autres chapeaux. Fait qu'entre autres,
responsable de la recherche et développement à la Clinique du coureur. Fait que d'où le lien avec Blaise Dubois et le premier épisode du podcast que j'avais déjà fait. T'enseignes, c'est à l'école de physio, j'imagine que tu enseignes aussi? Oui, à l'Université UBC. de la Colombie-Britannique, exact. Exactement. Puis tu continues d'être clinicien, donc de voir des patients. J'imagine principalement avec des problématiques en lien avec la course à pied. C'est-tu ça l'expertise de la clientèle cible? Exact, c'est ça. C'est problème course à pied, mais aussi douleur membre inférieur en général. Fait que c'est des gens qui sont actifs ou qui veulent être actifs, là, pas nécessairement des athlètes de haut niveau. Mm-hmm. Puis, à travers tout ça, tu as le temps aussi de faire de la recherche. Fait que mais ça, c'est une question que est-ce que tu te considères plus clinicien, plus chercheur, ou tu es vraiment 50-50 clinicien-chercheur? C'est une excellente question. Je me considère assez 50-50 clinicien-chercheur, mais tu sais, si tu me posais la question, si j'avais à faire un choix, lequel est-ce que je garderais? Je garderais clinicien. OK, parfait. Je me considère... un gars clinique, exactement. T'aimes le contact avec les gens, t'aimes aider les gens. Voilà. Mais c'est que comme clinicien, ça nous amène souvent des questions, puis la recherche permet de répondre à ces questions-là. C'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé à être impliqué en recherche en 2012. En fait, j'avais trop de questions. Mes patients me posaient des questions, mais je n'avais pas les réponses. Je ne pouvais pas les trouver non plus dans la littérature. Fait que je me suis dit, pourquoi pas... commencer à publier. Exactement, faire des études puis essayer de trouver les réponses moi-même. Ouais. Puis je le précise parce que toi, tu es très humble, fait que tu vas pas te péter les bretelles avec ça, mais tu es vraiment un chercheur connu, là, dans le sens que dans le monde de la physio, dans le monde de la santé musculo-squelettique, les blessures, comme à l'international, Jean-François Escuyer, c'est un auteur qu'on connaît dans les publications, fait que on va avoir vraiment accès à de la bonne information de sources sûres. Je l'espère. Fait que, puis en parenthèse, j'invite les gens, ceux qui n'ont jamais écouté l'épisode numéro 1 sur la course à pied avec Blaise, on va pas revisiter tous les thèmes qu'on a vus avec Blaise. Le but aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qu'on a appris de nouveau dans les dernières années sur tout ce qui est blessure en course à pied, prévention, etc. Fait que j'invite les gens peut-être en intro à écouter d'abord l'épisode avec Blaise. Ça va faire une bonne transition avec aujourd'hui. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, j'ai-tu oublié certains de tes rôles principaux dans ta carrière professionnelle ou ça fait un bon sommaire de ce que tu fais? Oui, ça fait un bon sommaire. Là. C'est vraiment, d'abord et avant tout, c'est recherche et développement avec la Clinique du coureur, mais ça implique de lire, de mettre à jour du contenu éducatif, d'enseigner avec la Clinique du coureur. Oui, il y a l'enseignement aussi. Oui, c'est ça, beaucoup. D'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle je suis au Québec. Je donnais un cours à Sherbrooke en fin de semaine. Ouais. Puis après ça, le reste, là, c'est ça, c'est de la recherche en complément puis de l'enseignement avec UBC. Puis ma clinique que j'ai fondée à Kelowna, en Colombie-Britannique, avec mon épouse. On a démarré une clinique là-bas. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Vous êtes les deux physio. C'est ça, exactement. Très cool. Fait qu'on se lance dans le vif du sujet. Dans le fond, ça fait longtemps que je savais que je voulais te recevoir pour reparler de course à pied, mais je voulais quand même laisser quelques années depuis l'épisode avec Blaise. Blaise, c'était l'épisode 1. Toi, tu risques d'être autour du 52-53. Fait que il y a quand même 2-3 ans qui se sont passés. Puis, tu as publié en 2022 une étude qui essayait de s'intéresser à c'est quoi les facteurs qui sont en lien avec les blessures liées à la course à pied. Quand j'ai lu cette étude-là, j'ai été quand même bouleversé de comprendre que c'est pas mal plus complexe qu'on pensait. On a peut-être sursimplifié qu'est-ce qui causait les blessures avant. Le fameux, si tu en fais trop vite, tu risques de te blesser. Puis on regardait beaucoup les paramètres d'entraînement, le volume, l'intensité, etc. Et grosso modo, ce que cette recherche-là, ce que cette étude-là nous a montré, c'est que c'est très multifactoriel. Fait que ma première question pour toi, c'est en 2023 maintenant, où en est la littérature à savoir c'est quoi les facteurs qui contribuent à avoir des blessures en course à pied? Ouais. C'est une excellente question. Puis, malheureusement, on n'a pas de réponse claire à ça encore. Puis, dans l'étude dont tu parles, on voulait vraiment savoir quel est le lien entre les paramètres d'entraînement et le risque de blessure. C'est-à-dire, est-ce que si on fait plus de volume, on est plus à risque de se blesser? Est-ce qu'on fait plus d'entraînement intense, on est plus à risque de se blesser? Est-ce que si on court plus souvent, on est plus à risque de se blesser? Puis, cette question-là, en fait, le problème fondamental avec ça, c'est que chaque personne est différente. Puis, puis après, toi, par exemple, je sais que tu cours quand même beaucoup, mais si ton voisin court pas du tout, puis il se met à courir 6 fois par semaine, une demi-heure, il va se blesser. Mais pour toi, courir 6 fois par semaine, ça peut être bien correct. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est je dirais la limite principale de ces études-là où... souvent, on ne va pas considérer les facteurs individuels. On va prendre un groupe de personnes, on va leur donner un programme, puis on va essayer de voir s'il y a des facteurs qui prédisent les blessures. Puis la majorité du temps, il n'y a rien qui ressort. Souvent à cause de ces différences individuelles-là. Donc, il y a des différences entre les études aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on définit une blessure de course. Exact. Ça, c'est une des choses dans la discussion de l'étude qui m'avait vraiment surprise. C'est comme la définition d'une blessure en course n'est pas constante à travers les études.
Mais là, il y a eu un consensus d'experts, si je ne me trompe pas, dernièrement ou dans la dernière année, sur la définition d'une blessure liée à la course à pied. Là. Ben, ce consensus-là, il date de 2015. OK, Fait OK, quand même. Il est pas récent. Là. OK, fait Puis, qu'il n'y a pas une mise à jour de ça. Non, c'est ça. Puis j'y avais participé. Puis Ouais. Blaise Dubois y avait participé Mhm. aussi. On faisait partie des experts. Puis ce qu'on s'est rendu compte dans notre revue de littérature, c'est que ben, les chercheurs, ils n'utilisent pas vraiment cette OK, définition-là. c'est ça. Fait que ça, c'est un problème. Donc, tout le monde a un peu une définition un peu différente. Puis peut-être juste parce qu'ils n'aiment pas la définition de consensus, puis ils disent, ben, nous, on va utiliser autre chose. Mais là, ça complique la comparaison entre les études. On ne peut pas les combiner ensemble parce que, bon, peut-être que dans une étude, ces gens-là auraient été blessés, mais dans celle-ci, à cause d'une définition différente, ils ne considèrent pas comme étant blessés. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment une limite principale qui nous empêche de faire des conclusions assez solides, malheureusement. Puis, tu sais, l'autre point qu'on a vérifié dans cette étude-là, ben, d'abord, tout ce qui est fréquence, volume, intensité, il n'y a rien qui ressortait. C'est-à-dire qu'il y a des études qui nous disent oui, un lien, il y en a d'autres qui disent non, il n'y a pas de lien. Probablement parce que c'est très individuel au final. Exact. Mais on se questionnait aussi, est-ce que les changements dans les paramètres d'entraînement peuvent apporter des blessures? Tu sais, cliniquement, ça fait quand même près de 14 ans là, que je vois des coureurs blessés. Puis la majorité du temps, ils ont changé quelque chose. C'est ça, il y a une tendance quand les gens viennent nous voir qu'on est capable de trouver quelque chose qui a changé avant la blessure. C'est ça. Donc nous, on voulait savoir, est-ce que dans les études qui ont essayé de voir ça, est-ce qu'on voit une tendance quelconque? Mm-hmm. Puis encore là, il y a une tendance, mais on n'est pas capable de dire la fameuse règle du 10 par exemple. C'est ça. Fait que l'augmentation pour les gens, là, c'est augmente ton volume de 10 par semaine pour que ce soit sécuritaire. C'est ça. Puis ça, c'est un peu comme la règle des 10 000 pas par jour. Tu sais, c'est basé sur absolument rien. C'est juste quelqu'un qui a dit ça à un moment donné, puis ça sonnait bien. Ça se répète par tradition. Exactement. Fait que le 10 en fait, il sonne bien, mais il y a des études qui ont comparé le 10 avec 20 mettons. Ouais. Puis il n'y avait pas de différence de taux de blessure, mais là, si tu montes à 30 là, il y avait une augmentation du taux de blessure. C'est sûr que si tu fais 20 de plus pendant 5 semaines de suite, ben là, tu peux être dans le trouble peut-être. Mais c'est ça, puis si tu vas te ramasser loin à un moment donné. C'est ça. Puis 10 pour quelqu'un qui fait 100 km par semaine, c'est pas la même chose que 10 pour quelqu'un qui commence la course, puis qu'à 1 km par semaine, il va jamais progresser. Exactement. Parce qu'il va augmenter de 100 mètres. Tu sais. C'est ça, ça te prend 7 semaines pour doubler quand tu fais plus 10 OK. Fait que si tu es à 10 km cette semaine, tu fais un plus 10 ça va te prendre 7 semaines avant de te rendre à 20 km par semaine. Fait que théoriquement, c'est très, très safe de le faire de cette façon-là. Probablement trop safe. C'est ça, exact. On n'est pas obligé d'adhérer au 10 mais comme tu dis, si tu es à 100 kg par semaine, dans 7 semaines, tu es à 200. Là, ça commence à être du stock. Là. Ouais. Fait que dans les études, c'est quoi la définition qui ressort le plus souvent de ce que c'est une blessure en course à pied? T'sais, comment ils définissent, mettons, la majorité du temps? Là? Ouais. Souvent, c'est le fait d'avoir coupé de moitié ou annulé un entraînement qui était prévu à ton programme 3 de suite. OK. Ou le fait de consulter un professionnel de la santé à cause de douleurs. Okay. Donc, même si tu as juste manqué un entraînement, mais tu vas consulter, techniquement, tu es classé comme étant blessé. Mm-hmm. C'est la définition du consensus, celle qui est la plus utilisée, mais qui n'est pas utilisée par tous. Ouais. Puis encore là, tu sais, quelqu'un qui consulte pour n'importe quel petit bobo, ben là, il pourrait être considéré comme tout le temps blessé, entre guillemets, selon la définition. Mais des fois, c'est juste pour se faire rassurer. Il y a des gens tempérament un peu plus anxieux qui ont besoin de plus d'accompagnement. Fait que, c'est ça. Fait qu'il y a des inconstances à ce niveau-là. Oui, certainement. Puis c'est sûr que si on considère que les facteurs d'entraînement comme le volume, puis l'intensité, la vitesse et tout ça, il nous manque une grosse partie du problème, je pense. On pourra en parler un petit peu plus. Je pense que tu voulais en parler un peu des autres facteurs potentiels, puis d'où la recherche nous mène. Oui, c'est ça. Fait que là, on a tous les aspects, on pourrait appeler ça plus les données statistiques sur la course en soi. Fait que durée, intensité, fréquence, le volume complet. Ça, c'est une des choses qu'on a beaucoup regardé. Puis, tout l'aspect de comment accompagner un coureur à revenir d'une blessure, fait que la quantification du stress mécanique, apprendre à un coureur d'écouter les signaux de son corps puis de reprendre graduellement. C'est quand même, on va en parler plus tard, mais c'est des principes qui se valent encore. C'est juste que c'est difficile de dire que c'est vraiment le changement dans ces paramètres-là qui cause la blessure en tant que telle. C'est ça la question de recherche, c'est que c'est difficile de prouver le lien causal, cause à effet. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, pour prendre un exemple bien simple, si toi, cette semaine, tu dis, moi, je vais faire mon plus 10 d'entraînement. Puis, ça se peut que tu le tolères très bien. Puis, peut-être que dans 3 semaines, tu déciderais de faire un plus 10 mais que, je sais pas, tu as mal dormi, tu sais, pendant quelques minutes de suite. Pour les gens qui nous écoutent, là, ils vont se reconnaître, tu as du stress au travail, tu as eu un bébé, tu n'es pas capable de bien dormir. Il y a des situations qui font en sorte que
ton corps ne sera pas capable de récupérer aussi bien d'une semaine d'entraînement qui, peut-être une autre semaine, t'aurais super bien récupéré. Exact. Puis c'est ce qui fait que c'est si complexe d'étudier les facteurs reliés aux blessures parce qu'il y a tellement de variables d'impliquer qu'on ne comprend pas tout à fait bien non plus. Ouais. Tu as comme les facteurs qui peuvent, mettons, créer une blessure sur le corps, puis tu as la capacité du corps à ce moment de tolérer tous ces stresseurs-là. Fait que ça fluctue dans le temps comme par toutes les affaires que tu dis. Fait que les gens, mettons, quand ils sont enrhumés, ben, s'ils continuent de courir le même volume, des fois, il va y avoir des petits bobos qui vont sortir. Exactement. Fait que tu disais, tu t'enlignais vers le fait qu'il y a d'autres facteurs qui semblent contribuer. Fait que c'est quoi ces autres facteurs-là quand on sort de tout ce qui est les paramètres de la course? Ben justement, le sommeil, c'est un des trucs qui ressort maintenant dans les nouvelles études. C'est pas que la quantité de sommeil, hein, parce que souvent on pense, je dors mes 7 heures par nuit, donc ça va bien aller, mais c'est aussi la qualité du sommeil. Puis les recherches sont assez, je dirais, préliminaires là-dessus, mais ça commence à être un des facteurs qui est identifié comme étant un médiateur important du risque de blessure, pas juste en course à pied, mais dans d'autres sports. Donc, assurément que moi, maintenant, ça fait partie de mes questions quand j'essaie de comprendre, c'est ça, pourquoi la personne s'est blessée. Puis, j'ai un exemple récemment d'une dame qui, mi-quarantaine, ça fait 25 ans qu'elle court, elle s'entraîne super bien, elle coach même à course à pied. Elle n'a rien fait de mal, là, puis elle arrive avec une double fracture de stress. Wow! Chaque jambe, au niveau de la fibula, l'os externe de la jambe. Puis je la questionne, parce que moi, assurément, il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis elle n'a rien changé dans son entraînement, mais pas du tout. Puis la seule chose qu'elle me dit, c'est « Mais écoute, je sais pas si ça a rapport, mais autour du moment où c'est arrivé, ça fait comme 2-3 semaines, j'avais une situation stressante, puis je dormais 4 heures par nuit. Penses-tu que c'est un lien? » C'est sûr que si on me demande ça, je pense que oui, il y a fortement un lien, même si elle n'a rien changé dans son entraînement. Ouais. Puis le sommeil, moi, je me rappelle pas dans quel épisode, mais j'avais déjà discuté de... Ah oui, c'est ça, dans l'épisode sur le sommeil que j'ai fait, justement. Puis j'avais parlé d'une étude où il s'intéressait aux blessures at large chez les athlètes, étudiants-athlètes. Puis le sommeil, c'est souvent un enjeu quand tu es étudiant-athlète. Fait que tu dois comme manager en même temps ta carrière de sportif étudiant, puis tes cours, puis le sommeil est comme en compétition là-dedans. Puis une diminution du sommeil, ils mettaient, mettons, 1 heure ou 2 de moins que l'heure normale. C'était vraiment comme un des meilleurs prédicteurs de blessures dans les semaines suivantes. Fait que ça me surprend pas, quand on pense à tout le rôle que le sommeil a dans la régénération du corps. Fait que si tu as des micro-blessures de ton entraînement ou des micro-lésions, ben, ton sommeil est là pour récupérer de ça ou pour régénérer ça. Fait que si tu n'as pas ce processus réparateur-là, ben, ça semble c'est comme courir après le trouble parce que tu n'as pas ce qui répare les petites blessures à ce niveau-là. C'est ça, exactement. Puis c'est sûr qu'encore une fois, il n'y a pas de règles qu'on recommanderait aux gens de durer ou quoi que ce soit, mais il y a des gens quand même, j'assistais à une conférence récemment avec une experte du sommeil en lien avec les blessures sportives, puis elle, ce qu'elle dit, c'est elle recommande le 7 heures par nuit là, pour une population adulte, mais rajouter 1 heure par heure d'entraînement intense fait au cours de la semaine. Je comprends. Fait que si quelqu'un dit, intéressant, ça. Mettons, je sais pas, mercredi, la personne, elle a fait des entraînements par intervalle rapides sur piste pendant 1 heure, ben cette nuit-là d'après, elle devrait peut-être dormir 8 heures au lieu de 7. Puis si elle a fait une longue sortie qui compte quand même comme assez stressante sur le corps, une longue sortie, comme toi en trail, là, tu vas t'entraîner sur des longues sorties, tu vas te faire un 3-4 heures en trail la fin de semaine, ben, peut-être que ça vaudrait la peine de dormir un 10 heures la nuit d'après. Puis moi, j'ai personnellement expérimenté après avoir vu cette conférence-là, puis pour moi, ça a fait une différence majeure de comment je me sens le lendemain matin au lever, ma récupération avant mon prochain entraînement, comment prêt je me sens pour faire le prochain entraînement. Mais tu vois, l'hiver, moi, je fais de la compétition de ski de fond, puis naturellement, là, en fin de semaine, j'avais 2 courses rapprochées petites dimanche, c'était comme une course en 2 étapes. Puis le besoin de sommeil se fait sentir. Fait que des fois, c'est juste, faut pas l'ignorer. Faut justement aller combler ça. C'est probablement justement la demande de sommeil qui augmente. C'est ça. Puis l'étudiant athlète dont tu parlais, l'experte en sommeil là, que je voyais dans la conférence, elle a dit les adolescents, elle part à 8 heures plus l'heure d'entraînement. Fait que leur baseline qu'elle recommande, c'est 8 heures plus les heures d'entraînement ajoutées. Oui, en général, ils ont déjà besoin de plus de sommeil parce qu'ils sont dans leur développement et tout ça. Exact. Fait que le sommeil semble être un facteur qui ressort beaucoup. Dans les dernières recherches, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui semblent être des trucs qu'on a peut-être moins pensé avant, qui sont peut-être des vecteurs de contribution à ces blessures en course à pied?
Un truc qui ressort, c'est aussi le taux hormonal, les variations hormonales. Puis ça, on le mentionne dans la revue de littérature en question. C'est quelque chose qui commence à être exploré malheureusement. Là, je vais le dire, je pense que les chercheurs ont été vraiment mauvais au cours des 50 dernières années parce que la plupart des études vont être faites chez des hommes. Puis ils ne considèrent pas que 50% de la population, c'est des femmes. Puis c'est dommage parce que les facteurs de risque pourraient être différents chez les hommes que chez les femmes. Effectivement. Donc, ça, c'est un point qui, je dirais, il y a une hypothèse que ça pourrait influencer. On n'a pas vraiment de données encore là-dessus parce que malheureusement, personne ne l'a vraiment étudié. Ouais. Mais c'est comme une piste qui a émergé exactement. À étudier. Voilà. Donc, ça, c'est un facteur assez intéressant à étudier. Sinon, les autres, les facteurs psychologiques vont être impliqués aussi. Ouais. Il y a des études qui nous parlent de troubles personnalité obsessive compulsive qui vont, par exemple, tu es un coureur, tu te dis, mon programme, il me dit de faire 10 kilos aujourd'hui. Je vais faire 10 kilos, même si je me sens pas top. Ouais. Alors que peut-être que tu devrais écouter ton corps et te dire, je vais peut-être couper ça à 5 aujourd'hui, puis c'est pas grave, tu sais. Mais si tu dis, je sais pas, moi je m'entraîne pour un marathon, je fais pas mon 10 kilos aujourd'hui, je serai peut-être pas prêt, puis là, tu paniques, puis là, donc ça peut être un problème aussi, les facteurs psychologiques ou le type de personnalité. Puis c'est là que notre rôle, c'est justement d'éduquer les gens, puis leur dire, écoute, ton programme, là, tu peux le moduler, selon comment tu te sens. C'est dur, hein, pour des personnes. C'est pas facile. Il y a des types de personnes qui sont très cartésiennes, qui aiment ça vraiment suivre le plan, puis comme ça les rassure, ça les encadre. Fait que ça peut être difficile d'improviser le plan des fois. Là, exactement. Puis, tu sais, je pense que pour ceux qui font des programmes d'entraînement, moi, en tout cas, personnellement, je mets souvent des intervalles dans le sens un range. Là, ouais, c'est ça. Donc, cette journée-là, je vais peut-être y dire, écoute, fais un 3 à 6 kilos. C'est un exemple. Mais si tu te sens pas top, tu peux peut-être faire 3 kilos. Puis si tu te sens super bien, vas-y à 6. Fait qu'il y a des sorties comme ça où on peut moduler. Mais l'important, c'est que la personne, elle comprenne qu'elle a le pouvoir d'ajuster. Puis ça ne va pas compromettre son objectif au final. C'est mieux d'adresser un petit problème, une petite douleur de rien aujourd'hui, puis de ne pas perdre 3 semaines d'entraînement après. Mais la majorité des gens se disent « Oh non, ça va passer, c'est correct », puis ils poussent. Puis, c'est ça. Puis là, ça devient une blessure. Fait que, est-ce qu'on pourrait dire que, tu sais, à peu près n'importe où maintenant, quand on regarde la littérature sur les blessures musculo-squelettiques, que ce soit membre inférieur, membre supérieur, on voit que c'est tout le temps multifactoriel. Il n'y a jamais une seule chose qui cause une blessure, même si c'est rassurant pour les gens de se faire dire que c'est une seule chose. Ils aimeraient ça savoir exactement la cause. T'sais. Fait qu'on pourrait dire grosso modo que les blessures en course à pied ne semblent pas être tant différentes des blessures ailleurs dans le corps, dans d'autres sports, dans le sens que oui, il y a les facteurs liés à l'entraînement, il y a les facteurs liés à la santé générale, tu as les facteurs liés, les facteurs psychologiques, puis c'est comme un melting pot de tout ça qui fait que des fois, tu es plus à risque d'avoir une blessure, des fois, tu es moins à risque d'avoir une blessure. Exactement. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs potentiels qui ont probablement une importance un peu moindre, comme la biomécanique, la technique de course, la chaussure. Ces facteurs-là influencent combien de charges tu vas appliquer à différentes parties de ton corps. Donc, c'est sûr que ça peut influencer un peu sur certaines blessures, mais c'est pas ça. On se rend compte maintenant dans la nouvelle littérature que c'est pas ça le facteur clé. Auparavant, on disait, tu fais de la pronation, ton pied il va vers l'intérieur quand tu cours, puis là, tu es dans le trouble. Mais non, il n'y a rien sur le sujet, d'un point de vue littérature. On ne peut pas justifier de dire ta pronation, c'est un problème. Pareil avec ton genou qui va vers l'intérieur quand tu cours. Il n'y a rien qui ressort dans la science pour dire c'est un problème. Ouais. Le point que tu amènes, ça me fait penser, quand j'avais discuté avec Blaise, il m'avait parlé d'un élément dans la biomécanique qui était peut-être une piste en termes de lien causal, puis c'était la vitesse de la force d'impact. Fait que, grosso modo, qui était à peu près corrélé au bruit qu'on fait quand on court. Fait que, entre guillemets, à quel point la personne frappe fort le sol quand elle court. Où est-ce qu'en est la littérature sur cet élément-là, ou qu'est-ce qui est pertinent à savoir à ce sujet-là? Oui, c'est une excellente question, en fait, Alexis, parce que les dernières recherches sur le sujet, il y a une revue de littérature qui est sortie, ça fait juste quelques mois, qui dit finalement, cette vitesse de force d'impact-là serait probablement pas un facteur important dans la cause des blessures. Puis encore une fois, là, la conclusion ici est basée sur des populations de coureurs qui sont
habitués à courir. Tu sais. Ouais. Donc, par exemple, je prends l'exemple de toi. J'aime bien te prendre un exemple. Qui court depuis, je ne sais pas combien d'années. Ça fait combien d'années que tu C'est cours? relativement récent, en fait, OK. 2020. Que je cours, 2020. mettons, OK. régulier. J'ai toujours Pandémie. couru, là, j'ai fait Coureur des de sports, puis toujours. Mais que je cours vraiment, tu sais, à l'année, là, depuis 2020. OK. Donc, ça fait quand même 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on va ouais. dire. La pandémie fait que 3 ans. 3 ans, c'est ça. Puis, bon, si ça fait 3 ans, tu ne comptes pas comme un débutant. Mhm. Ça veut dire que tu as eu le temps de t'adapter en 3 ans à la façon dont tu cours, Ouais. à plein de facteurs. Ce qui fait que ton corps étant adapté, même si tu as une force d'impact qui est relativement élevée, puis je ne sais pas si c'est le cas, mais je fais une hypothèse, Mhm. ben, tu n'es pas plus à risque de te blesser parce que ton corps est adapté à ça. Ouais, je comprends. La différence qu'on a, c'est par exemple chez les débutants, les gens qui commencent un programme de course, où là, il y a certains conseils qui peut-être pourraient être pertinents pour eux. Ouais. Et un de ces conseils-là, c'est justement d'essayer de courir en faisant moins de bruit. Puis ça part d'une étude où on a recruté 320 coureurs. Quand même un bon échantillon. Un bon échantillon. Et tous ces coureurs-là avaient une force d'impact assez élevée. Là. Ils avaient été, excusez l'anglicisme, screenés, Ouais. dépistés pour avoir des gens qui ont une force d'impact assez élevée. Puis la moitié d'entre eux, on leur a dit essaie de courir en faisant moins de bruit. Puis là, on leur a donné une rétroaction là-dessus pendant 2 semaines de temps. Puis Ils là, ont été comme entraînés à courir en faisant moins de bruit. Puis l'autre moitié des gens, ben, on leur a dit continue à courir comme ce cours-là. On a interagi avec eux pareil pendant 2 semaines, juste Ouais. pour C'était un groupe contrôler contrôle, ça. exactement, pour contrôler l'exposition aux scientifiques. Ouais. Puis on les a suivis pendant 1 an après, puis on regardait le taux de blessure. Puis les gens qui ont appris à courir en faisant moins de bruit se sont blessés. Il y a eu 62% moins de blessures chez ceux qui ont couru en faisant moins de bruit. Donc ça, encore une fois, je le précise, c'est chez des coureurs débutants qui couraient avec une force d'impact élevée. Donc là, il y aurait potentiellement un bénéfice à intervenir, à changer la biomécanique. Mhm. Mais chez la personne qui est habituée de courir d'une certaine façon, que ça fait des années qu'il court comme ça, ben, il va être adapté, puis c'est probablement pas un facteur de risque de se blesser plus loin en termes de temps. Là. Puis quand on parle changement biomécanique, mais on est dans le macro. C'est un changement biomécanique général. On n'est pas dans la grosse précision d'essayer d'entraîner quelqu'un à pas, je sais pas moi, pas avoir le genou qui rentre à l'intérieur, alors que honnêtement, au final, c'est très difficile de changer le patron de course de quelqu'un. Là. Fait que on est vraiment dans du général. Là. Oui. S'il y a un conseil à retenir pour quelqu'un qui est débutant, qui commence, puis qui serait peut-être comme une piste de solution à la prévention de ces blessures-là, ce serait vraiment diminuer le bruit à la course. Oui. Il y a un autre facteur qui est important quand même, c'est la cadence des pas. Ouais. Donc, essayer d'avoir une cadence assez élevée. Ça ne veut pas dire courir plus vite. Là. C'est vraiment faire des plus petits pas, mais à la même vitesse. Ouais. Donc, faire plus de pas par minute. Il n'y a pas de valeur, je dirais, omnibus, magique pour tout le monde. Ouais. On parle on entend souvent le 180 pas par minute. C'est une valeur intéressante, mais chaque personne va être un peu différente. Ce qui fait que quand même, on essaie d'être au-dessus de 170, entre 170 et 190 là, pour donner un intervalle aux gens, mais il n'y a pas de valeur magique. Par contre, le fait de faire ça va aider quand même à réduire la force d'impact, réduire les charges appliquées au niveau des jambes. Donc, on pourrait avoir un effet intéressant. On attend encore les études de prévention sur le sujet. Ouais, c'est ça. Mais quand même, il y a des études qui nous suggèrent qu'on pourrait avoir un bénéfice. Donc, moi, si tu me demandes quels sont mes conseils pour les coureurs débutants, c'est sûr que je vais leur dire cours léger, donc sans faire trop de bruit, puis essaie d'avoir une cadence assez élevée, donc 170 à 190. Mm-hmm. Puis, est-ce que tu penses que pour quelqu'un qui aurait une cadence très basse, tu sais, quelqu'un qui est à 130, 140, est-ce que de viser le 170, ça peut être un gros range de changement? Est-ce que juste l'augmentation de 15-20 pas par minute peut déjà avoir un grand bénéfice, à ton avis? Oui, puis souvent, les études vont utiliser le plus 10% quand on veut changer le patron de course de quelqu'un, on veut changer sa technique. Donc, si tu es à 130 puis on te fait un plus 10%, ben, tu tombes à 143. Puis on te fait un autre plus 10% à un moment donné dans quelques semaines, là, ben, tu vas tomber à 156, 157. Donc, je pense que ça peut être pertinent de le faire par étapes si la personne a de la difficulté à l'intégrer. Mais il y en a qui vont l'intégrer assez facilement, assez rapidement, puis ça peut aller d'aller de 130 à 170 en une shot. Mais sinon, il n'y a pas de problème à faire ça en étapes à coup d'une semaine ou deux à chaque palier. Là. Mais
Tu sais, encore une fois, si la personne elle a toujours couru à 130, elle n'est pas blessée, ça fait 30 ans qu'elle court de même, puis elle se sent bien, ben je ne sais pas si je la changerais parce qu'elle est pleinement adaptée. Ouais, puis elle est plus débutante. Exactement. Mais c'est sûr que si elle me dit, ben moi, j'aimerais améliorer mes temps, ben là, c'est différent. C'est une autre histoire quand on parle de performance versus quand on parle de blessure en général. C'est ça. Donc, dans un cas comme ça, ben c'est sûr que la personne ne sera pas aussi efficace dans sa foulée si elle fait 130 pas par minute parce que les gens peuvent s'imaginer, elle va sautiller beaucoup sur place, donc il va y avoir beaucoup de déplacement vertical. Ça, c'est de l'énergie perdue quand on essaie de courir en avançant. C'est vrai. Donc, normalement, la tête ne devrait pas trop monter, descendre comme on veut idéalement avancer. C'est ça, exact. Donc, dans des cas comme ça, quelqu'un qui me dit ben, j'aimerais améliorer mes temps, c'est sûr que ça devient pertinent d'augmenter sa cadence. Ouais. Puis, est-ce qu'on sait si de donner la rétroaction à quelqu'un, coacher quelqu'un à courir plus léger, est-ce que naturellement, ça se corrèle avec un changement dans une augmentation de la cadence? Ça amène-tu ça comme de cause à effet ou pas tout le temps? Pas tout le temps, puis vraiment pas tout le temps. En fait, ça, c'est étonnant quand même. On a fait une étude là-dessus qui vient d'être publiée, ça fait peut-être 3 semaines, où on demandait à des coureurs de changer leur technique. On leur faisait faire 6 différentes modifications de technique, dont courir en faisant moins de bruit. Puis c'est quelque chose que je fais cliniquement assez souvent. Il y a plein de gens qui vont ralentir leur cadence quand on leur demande de courir en faisant moins de bruit. Comme s'ils essayaient de faire un peu, d'allonger leur pas, puis de limiter leur temps dans les airs. Fait qu'ils vont comme faire de la marche. Ils amortissent un peu comme un... C'est comme si tu essayais de jouer un tour à quelqu'un puis que tu arrives en arrière, tu ne sais pas qu'ils t'entendent. Fait que tu vas faire des longs pas, des grands pas, mais sans faire de bruit. Donc, il y a plein de gens qui vont diminuer leur cadence. Ce qui fait que c'est pour ça que j'aime bien utiliser les 2 conseils quand même. Parce qu'il y en a que ça pourrait leur parler plus d'augmenter le nombre de pas, puis d'autres, ils vont mieux réagir à l'image de courir en faisant moins de bruit. C'est ça, exactement. Puis par l'air d'un inspecteur gadget. C'est ça. Moi, je dis toujours aux gens, pour le truc de faire moins de bruit, je dis, imagine que tu vas courir le soir, puis que c'était après le couvre-feu de la pandémie. Tu n'avais pas le droit. Puis il ne faut pas que tu te fasses entendre. C'est bon, j'aime. C'est ça que je donnais comme truc. Peut-être dans comme 15 ans, les gens ne comprendront plus, là, parce que, à moins qu'on en ait un autre, bref, c'est un autre sujet. OK, cool, parfait. J'aimerais ça qu'on parle de ce qu'on sait en termes de prévention maintenant. Fait que, tu sais, là, on était plus dans qu'est-ce qu'on sait dans les facteurs qui peuvent causer les blessures. Maintenant, est-ce qu'on a des données qui nous permettent de dire qu'il y a certains facteurs qui seraient préventif de blessure. Là, on vient de toucher, effleurer le sujet un petit peu. Quoi d'autre qu'il y aurait à dire à ce niveau-là? J'interromps le podcast 2 petites secondes pour te parler d'une formation qui pourrait t'intéresser et c'est pile en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est la formation sur l'implication du plancher pelvien à la course à pied. Donc, si le sujet t'intéresse, il va y avoir un lien dans la description de l'épisode pour plus d'informations. Et comme d'habitude, tu peux profiter du code rabais PARLE-MOI, PARLEMOI, pour 15% de rabais sur les formations de bioéducation en ligne au prix régulier. Courir sans faire de bruit, ça, c'est sûr. Ça, si tu me demandes lequel est un peu plus démontré d'un point de vue littérature scientifique, je veux dire, c'est lui parce qu'il y a quand même une bonne étude avec un gros échantillon, puis c'est intéressant. L'autre facteur qui pourrait peut-être intéressant, on parle de renforcement, donc de faire des exercices pour rendre le corps plus tolérant. Mais ça, c'est un sujet assez intéressant parce que bon, il y a plein d'études qui ont essayé de voir, si tu fais des squats, tu fais des deadlifts, tu fais plein d'exercices de renforcement de tes jambes globaux, est-ce qu'on prévient les blessures? Puis, il n'y a pas vraiment une étude qui a réussi à prévenir les blessures en course à pied avec un programme de renforcement général au niveau des jambes. Donc, tu sais, moi, en tant que physio, c'est sûr que j'ai quand même le biais de dire, ça pourrait être pertinent quand même, de renforcer. C'est bon pour la santé osseuse musculaire en général. Il y a plein d'autres avantages. Donc, pourquoi pas le faire? Par contre, si on me demande vraiment, est-ce qu'il y a de la science qui nous dit que si je fais des squats, puis je prends les squats en exemple, mais des exercices de ce type-là, est-ce que je préviens les blessures en course à pied? J'aurais pas le choix de dire, on le sait pas. C'est ça. Puis peut-être qu'on n'a juste pas encore trouvé le bon programme, puis peut-être qu'il y a des personnes différentes qui ont besoin d'un différent programme aussi. Il y a peut-être des responders, puis des gens qui répondent pas à ça. C'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai l'impression quand même que plus on fait du renforcement, plus on se sent
plus fort et plus solide, ben, ça se peut qu'on court un peu plus vite. T'sais, donc, on va quand même peut-être atteindre notre limite personnelle, donc on va se blesser quand même si on a fait du renforcement. Peut-être, oui. Donc, ça, c'est un petit peu plus ambigu. Le point qui ressort, peut-être, c'est de renforcer ses pieds, d'avoir des pieds assez solides. Mais c'est là que j'allais t'amener, parce que les études que j'ai lues, c'est en lien avec renforcement des pieds pour les blessures liées aux pieds. C'est ça, exactement. Donc, il y a une étude qui a été faite par un auteur qui s'appelle Tadei, publiée en 2020, qui nous parle de faire un programme de renforcement au niveau des muscles intrinsèques du pied, donc la musculature interne au niveau du pied, qui suggère une réduction du risque de blessure pendant c'est un programme d'1 an. C'est 2,42 fois, là, bref, on peut l'arrondir. Le risque relatif, tu veux dire? La réduction du risque de 2,42 fois. Donc, ça devient intéressant, je pense, de travailler sur un renforcement de pied. Après, est-ce qu'on veut faire un programme de renforcement de pied? Peut-être. Moi, j'ai quand même une tendance à être efficace dans le temps quand je recommande des choses. Donc, d'être un peu plus pieds nus, marcher pieds nus, faire même un petit peu de jogging pieds nus ici et là, quelques minutes par semaine. On va avoir le même effet selon une revue de littérature qui n'est pas encore parue, mais qui va paraître bientôt. Tu nous donnes un scoop. Exactement, c'est un scoop. Wow! Donc, on aurait quand même un effet assez similaire là-dessus. Donc, moi, j'ai une tendance à vraiment recommander d'être pieds nus, marche, un petit peu de course ou faire des exercices pieds nus, beaucoup plus que de dédier un 15 minutes de renforcement de pied spécifiquement. C'est plus facile pour l'adhérence aussi. C'est comme au lieu de cuisiner tes repas en pantoufles ou en chaussures, fais-les nu-pieds, puis tu vas intégrer un peu de renforcement. Déjà, ça va être un bon point de départ. Marcher à la maison, pieds nus. OK, cool. Fait qu'il y a peut-être plus de potentiel en ce moment sur la prévention pour les blessures liées vraiment aux pieds en tant que telles. Puis quand on parle de blessures liées aux pieds, est-ce qu'on a une idée de c'était quoi le type de blessure qu'on incluait là-dedans? Ou quel genre de blessure aux pieds on parlait? C'était pas que les blessures aux pieds, c'était vraiment blessures de course, mais avec un renforcement de pied. Donc, on parle de blessures membre inférieur globales. Il faudrait que je revoie les blessures exactes, mais c'était pas juste aux pieds. Fait qu'ils ont vraiment recensé leur mesure de résultat, c'était n'importe quelle blessure liée à la course. C'est ça, exact. C'était pas juste spécifique au pied. Ouais. OK, intéressant. Peut-être que vu qu'on a parlé déjà de ça, je te poserai tout de suite la question, puis ça fait un peu un lien avec ça, puis j'aimerais aussi ton avis de coureur personnel, autant que ton avis de clinicien, parce qu'une des questions que nos patients qui ont des difficultés en lien avec la course et les blessures, c'est souvent comment je sais si je suis blessé. Est-ce que quand j'ai une douleur, je peux continuer à courir? Quand on sait qu'une douleur est dangereuse, puis là, je sais que c'est une question très difficile à répondre précisément, mais peut-être essayons de décortiquer ensemble c'est quoi les éléments pertinents à ce niveau-là, à savoir, premièrement, est-ce qu'on peut courir avec une douleur? Oui, comme tu dis, elle n'est pas facile cette question-là. Chaque personne va être différente, évidemment. C'est sûr que, tu sais, moi, quelqu'un qui me dit « j'avais pas mal du tout, puis là, hier, j'ai couru, puis j'ai eu mal pendant ma course ». Là, on parle d'une nouvelle douleur, quelque chose qui n'était pas là auparavant. J'aurais tendance à dire « bon, on est peut-être mieux d'ajuster ton entraînement, de réduire, si tu dis c'est apparu pendant que je courais plus vite, on va réduire ta vitesse. On va jouer avec le paramètre qui semble avoir été causal peut-être à ta douleur, parce que j'ai l'impression que si justement c'est une nouvelle douleur puis qu'on ne fait rien là, ça va peut-être éventuellement se développer pour devenir une blessure. Donc, quand c'est une nouvelle douleur, j'ai une tendance à déjà essayer de la cibler puis de tenter de retourner à un état de non-douleur. Fait qu'on réduit l'entraînement un peu, ça peut prendre quelques jours, ça peut être assez rapide si c'est pris au bon moment. C'est neuf, genre. Exact. La personne qui me dit, moi, écoute, ça fait 3 ans que j'ai mal au genou, c'est sûr que cette personne-là, je vais la conseiller différemment. Je n'irai pas, je veux pas que tu aies de douleur du tout parce que souvent, ces gens-là, ils feront plus rien. C'est ça. Donc, elle a déjà été en protection pendant longtemps. C'est ça. Il y a probablement que c'est pas ça qui va régler le problème si elle est devant toi. Fait qu'il y a peut-être de l'exposition à faire. C'est ça. Donc, dans des cas comme ça, c'est sûr que moi, je pense que c'est pas nécessairement une bonne chose d'arrêter complètement de courir. Donc, c'est bon de maintenir un certain entraînement. Par contre, on va réduire... moi, j'aime bien dire cours plus souvent, mais moins à chaque fois. Si tu me dis j'ai une petite douleur quand je cours, mais elle augmente après 30 minutes, c'est sûr que je vais dire essaie de courir 10-15 minutes, mais 4-5 fois par semaine. Au lieu de dire
ben, je vais courir mes 2 fois 30 minutes dans ma semaine. Donc, de courir plus souvent, moins à chaque fois, souvent c'est une bonne façon de faire les choses. Puis, tu sais, j'aime bien utiliser le guide. Si ta douleur, elle est partie à l'intérieur d'1 heure après avoir couru, souvent, tu n'es pas en surcharge. Donc, c'est bien de continuer à stimuler ton corps, mais tu n'es pas en train de le surcharger. Puis le lendemain matin, quand tu te lèves, est-ce que tu sais comment tu te sens? Est-ce que ta douleur est là? Est-ce que tu as une certaine raideur les premiers pas le matin? Puis si c'est le cas, ben, il faudrait peut-être ajuster ton entraînement aussi. Fait que j'utilise beaucoup la douleur après, puis le lendemain matin comme étant un guide pour savoir je devrais-tu changer mon entraînement ou pas. Ouais. Mais tu vois, ça ressemble pas mal au guide que j'utilise. Puis le lendemain, la personne sent-tu qu'elle serait capable de répéter pas mal la même chose que la veille? Des fois, ça donne un indice sur, OK, peut-être qu'elle a poussé trop, puis là, elle est comme fragilisée de ce qu'elle a fait, versus, non, je serais capable de le refaire. Probablement qu'on est dans une bonne zone. Oui, très bon conseil aussi. Ouais. Puis, je vais peut-être rajouter une chose par rapport à la douleur pendant, là, parce que s'il y en a qui écoutent, ils disent « Ah, ben c'est pas grave, j'ai mal pendant. » Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, il y a une précision aussi, c'est que je veux pas que les gens sentent qu'ils changent leur façon de courir à cause qu'ils ont mal. Ouais, tu sais, comme si tu as mal au pied droit, puis là, tu te mets comme à boitiller un peu, puis à mettre plus de poids sur ta gauche, passer plus de temps sur ton pied gauche. Ben là, je dirais qu'il faudrait changer quelque chose dans ton entraînement, sinon tu vas développer une autre blessure. Ouais, ou tu cours, tu te mets à courir sur l'extérieur du pied parce que courir normalement, ça te fait mal. Ouais, OK. Fait que grosso modo, si tu changes ta technique pendant ta course pour avoir moins mal, parce que quand tu cours normalement, la douleur est trop insupportable, ça, c'est un signe que tu es probablement en surcharge. Si ta douleur, elle persiste longtemps après l'entraînement, les raideurs matinales, puis est-ce que le lendemain, grosso modo, tu te sens que tu serais capable de refaire la même chose. C'est ça. Fait que ça, c'est des bonnes pratiques. Oui, il y a toujours le facteur contexte aussi. Tu sais, ouais. Je sais pas, moi, tu fais, là, tu te dis que tu vas faire peut-être à Arikana. Ouais, 65 km. Mais là, imagine, tu es au kilomètre 60, puis tu commences à avoir mal. Puis là, ben, tu te mets à courir un peu différemment et te reste 5 km. C'est pas grave. Là. Là, on parle d'entraînement, question de ne pas développer une blessure. Donc, c'est quand même une approche différente. C'est sûr que si tu es pendant une course puis que tu es proche de la fin, ben là, c'est peut-être une bonne idée de continuer. Là. Ouais, probablement que la volonté va vouloir aller jusqu'au bout. Il faut être réaliste aussi. Ouais. Fait que ça, ce serait les éléments importants à savoir si on peut continuer à courir avec une douleur. Ce qui est difficile aussi, puis probablement que tu vas avoir la même observation que moi, il y a des types de personnalités qui sont très observatrices de leurs signaux corporels. Ils vont sentir à peu près toutes les petites tensions, les petits inconforts, les petites affaires. Je vois ton sourire, fait que clairement, tu sais de quoi je parle. Oui. Mais je pense que même il y a des gens qui vont se reconnaître comme ça, ils sont très analytiques, ou des gens qui ont une certaine sensibilité, ils ont une plus grande sensibilité par rapport à leurs signaux corporels que d'autres. Ça peut venir ou non avec une tendance à avoir un peu plus d'anxiété, d'être un peu plus inquiet. Fait que là, ça devient difficile pour le clinicien d'accompagner le patient, puis pour le patient d'avoir une bonne idée de sa situation quand on a des espèces de signaux d'alarme qui viennent de partout. Toi, comment tu gères cette composante-là pour aider tes patients à dealer avec ces signaux-là, la course à pied et tout ça? Oui. Il y a un petit volet artistique là-dedans aussi. Hein? On se met à reconnaître un peu le profil des gens. Puis c'est sûr que je vais adapter mes conseils en fonction de ça. La personne qui a un profil un petit peu plus anxieux, justement, comme tu dis, qui va se mettre à sentir un peu tous les différents trucs qui se passent dans son corps, ben, je vais peut-être lui dire que c'est correct de sentir ces choses-là. Puis, encore une fois, je vais ajuster peut-être le niveau de douleur ou je vais lui dire que c'est correct ou pas de pousser. C'est ça, oui, exact. Donc, je pense que c'est d'adapter à la personne. Puis, il y a toujours la petite dame qui a eu, c'est pas péjoratif, là, mais la petite dame, ça sonne un peu bizarre. la dame ou la demoiselle qui a eu 3-4 enfants, puis que clairement, on se doute que sa tolérance à la douleur est assez différente. Là. On s'entend que ça peut être variable selon chaque personne. Ben, c'est ça, exactement. Donc, cette personne-là, si elle me dit j'ai une douleur à 3 sur 10, ben, j'ai l'impression que c'est peut-être plus fort que la personne tendance un peu plus anxieuse qui me dit j'ai un 3 sur 10. Fait que c'est dans ce sens-là où j'ai une tendance à ajuster mes conseils pour dire qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est pas assez, mais après c'est difficile à chiffrer comme ça sans avoir un exemple précis. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme c'est un équilibre qui est difficile à trouver des fois pour les gens. Puis mais l'autre question peut-être qui me vient en tête, c'est y a-tu des moments vraiment pour toi comme clinicien
que tu es capable vraiment de reconnaître une douleur qui est vraiment un drapeau rouge de réel danger pour la structure, parce que tu as comme, tu as bien fait la nuance tantôt entre commencer à avoir une douleur, puis à un moment donné, ça peut devenir une blessure. Quand est-ce qu'on dépasse ce seuil-là? C'est quoi les signes cliniques que toi, tu remarques que tu ne veux pas manquer, qui vont te dire, là, peut-être qu'il y a vraiment une intervention plus stricte à faire? Oui. Mais je dirais mes points plus clés, là, c'est sûr que s'il y a de l'enflure à quelque part, souvent, il y a quelque chose qui se passe. Là, si, je sais pas, vous regardez votre tibia, puis sur l'os, là, vous voyez une enflure, là, c'est pas bon signe. Mm-hmm. Si vous avez une blessure au genou, puis votre genou il est comme gonflé, puis il plie juste à moitié de ce qu'il devrait plier normalement, là, ben ça, c'est pas bon signe non plus. Ouais. Donc, l'enflure, j'ai tendance à porter une attention particulière. Ça, c'est sûr que pour moi, c'est un signe assez clé à monitorer. L'autre point, c'est si vous avez une douleur au repos. Ouais. Donc, quelqu'un qui me dit, ben écoute, moi, j'étais assis sur le divan chez nous après avoir couru, puis ça fait encore mal, ben je te dirais que c'est peut-être pas une bonne idée d'aller courir là-dessus. Donc, Puis, est-ce qu'il y aurait une nuance à faire combien de temps après? Là, tu parlerais, mettons, l'heure suivant la course est terminée, puis tu as encore de la douleur au repos. C'est-tu ça que tu penserais? À moins que, encore une fois, ce soit quelque chose qui soit apparu aujourd'hui, c'est nouveau. Là, tu sais, si tu as mal après, même si ça dure 38 minutes, c'est peut-être un signe de surcharge. Okay, donc, je pense qu'il faudrait changer quelque chose, mais c'est sûr que si ça va plus qu'une heure, oui, assurément. Dans le sens que normalement, tu cesses la course puis tu n'as pas de douleur qui reste. Tu devrais pas. C'est ça. Ouais, okay, exact. Sinon, si une douleur palpatoire très intense, là, si, je sais pas, tu pèses sur ta jambe puis ça fait bien mal, là, surtout, je parle, mettons, de certaines régions du pied ou quand il y a un os, souvent. Là, un os qui est comme facilement, qui est superficiel, c'est facilement palpable. Exactement. Donc, tu viens peser sur le dessus de ton pied ou tu viens peser sur ta jambe à l'intérieur vers le tibia, dans ce coin-là, puis ça fait vraiment mal quand tu pèses puis que c'est comme un point précis. Ben ça, d'habitude, c'est mieux d'aller consulter puis demander l'avis d'un expert là-dessus, puis de ne pas continuer à courir puis à pousser là-dessus. Mm-hmm. Fait qu'on parle de douleur exquise à la palpation, très locale, là, puis très osseuse. Voilà, exactement. Puis là-dedans, c'est plus notre catégorie de fracture de stress qu'on surveille, si je ne me trompe pas. Oui, bien vu. Exactement. Peut-être que je ferai une parenthèse sur les fractures de stress, si ça ne te dérange pas. Il y a des fractures de stress à haut risque, puis il y a des fractures de stress à bas risque. Grosso modo, de ce que je comprends, les fractures de stress à bas risque, c'est des endroits où les os ne sont pas à risque d'avoir... de lésions permanentes. C'est-tu quelque chose comme ça qu'on pourrait-tu le résumer comme ça versus les fractures à haut risque, les fractures de stress à haut risque, c'est des zones osseuses un peu plus vulnérables, fait que soit sont moins bien vascularisées ou ils peuvent mener à d'autres pathologies. C'est-tu un peu comme ça? Oui, c'est un peu ça. Fait que, la fracture à haut risque, c'est sûr qu'elle guérit moins bien. Elle est plus propice à justement avoir je ne veux pas dire des termes qui vont faire peur aux gens, là, mais un peu de mort cellulaire. Ça guérit pas bien, ça fait pas le trait de fracture, il y a une tendance à y rester comme ça. Puis il y a des risques peut-être d'avoir besoin même d'une chirurgie ou de quelque chose pour vraiment aider l'os à se réparer parce qu'il se répare pas bien à cet endroit-là. La fracture à bas risque, encore une fois, celle-là, c'est possible techniquement de courir dessus un peu, on s'entend. C'est pas contre-indiqué de courir, c'est pas idéal, mais c'est pas contre-indiqué. Alors que celle à haut risque, c'est sûr que là, il faut la protéger. C'est ça. Il faut aller voir le médecin. Celle à haut risque a besoin d'une période d'arrêt complet, Absolument. Immobilisation, puis on va être plus strict dans le retour à la blessure, le retour après la blessure en course à pied. On va tolérer moins de douleur, on va plus surveiller, par exemple, ces signes-là de douleur exquise. Absolument. Versus fracture de stress à bas risque, de ce que je comprends, on peut un peu l'encadrer avec une bonne quantification de la charge de course, un peu comme une douleur, mettons, une autre blessure, comme une blessure au genou qu'on pourrait dire, bon, on va tolérer un petit peu d'inconfort, mais on va quand même surveiller les signes pour qu'on soit dans une période d'adaptation favorable. Voilà. Oui, c'est ça. C'est un bon résumé. Okay. Fait qu'il faut vraiment être plus prudent avec celle à haut risque, mais c'est ça. Celle à bas risque, en fait, les fractures à bas risque, il faut savoir que c'est quand même, c'est 90% des fractures de stress chez les coureurs sont à bas risque. C'est plus rare, les fractures de stress à haut risque. Il ne faut pas inquiéter les gens non plus, mais c'est sûr que quelqu'un qui s'entraîne puis qui a une fracture de stress à bas risque puis que ça fait mal quand il pèse sur l'os, je disais, on peut s'entraîner dessus. C'est pas idéal. Là. C'est ça. Juste que... En fait, il devrait consulter. C'est juste
juste qu'il doit être encadré, c'est juste qu'on n'a Exactement. peut-être pas besoin d'arrêter complètement. Voilà, exactement. Ou peut-être on arrête, mais une semaine, mais on n'a pas besoin de porter une botte. Ouais. Tandis que les hauts risques, ça va te prendre peut-être une botte si c'est une fracture au pied, ça va te prendre peut-être des béquilles. Ouais. On va être vraiment plus prudent avec celle-là. Ouais. C'est-tu des blessures, la littérature a dit que on parle de quelle incidence ou c'est quoi ça représente quelle proportion des blessures à la course à pied? Si on regroupe ensemble les fractures de stress, as-tu une idée environ? J'ai pas de chiffre pour Okay. toi. Toi, dans c'est ta sûr pratique, que t'en vois-tu beaucoup? ça dépend de la population qu'on voit. Le OK. coureur, on en voit chez les coureurs compétitifs, c'est assez fréquent quand même. C'est ça. Il y a comme des groupes qui sont plus, dans le sens qu'il y a une plus grande proportion de blessures que ça pourrait être ça dans ces groupes-là. C'est ça. Fait que Donc, le coureur, parce que compétitif. souvent, la fracture de stress, par exemple, au niveau du pied ou de la jambe, ça va être relié à faire des entraînements assez intenses, des entraînements rapides, sur piste. Donc là, c'est plus propice à développer des fractures de stress. C'est pour ça que les athlètes compétitifs vont tendance à en avoir un peu plus. Le coureur récréatif qui s'entraîne pour le fun puis qui ne fait pas d'entraînement de vitesse, ça va être beaucoup plus rare quand même. C'est pas impossible, mais ça va être quand même beaucoup plus... l'incidence va être assez réduite. Donc, c'est difficile de dire un chiffre d'incidence parce que ça dépend à qui on voit. Ouais, c'est ça. Mais ça reste une proportion assez significative des blessures qu'on voit. Là. Je vais m'avancer vers un 10%, là, mais j'ai pas de chiffre précis. Mais c'est sûr que ça dépend vraiment de la clientèle que tu as. Si tu as une clientèle qui est juste récréative, qui fait pas beaucoup d'entraînement par intervalle, pas beaucoup d'entraînement de vitesse, que la majorité de leurs courses, c'est du jog léger ou du jog comme confortable, les chances que ce soit une fracture de stress, à moins qu'il y ait beaucoup de volume, puis je sais pas, là, qu'il y ait des sports concomitants avec des sauts ou peu importe. Là. C'est ça. Ouais. OK, c'est bon. Ça me fait... finalement, je n'étais pas trop dans le champ, ces fractures de stress, fait que c'est pas pire. Parce que c'est pas... je sais pas si je me trompe, mais on dirait qu'il n'y a pas une foule de littérature sur les fractures de stress. Personnellement, pour en avoir eu une en clinique cette année, un patient compétitif d'ailleurs, je suis allé lire plus là-dessus pour bien comprendre. Puis, pas une tonne d'affaires. Il n'y a pas de grosses affaires très solides avec des évidences hors de tout doute, en tout cas, par rapport à ça. Non. Puis, ce qu'on voit beaucoup, si on cherche sur des fractures de stress, on va souvent trouver des études chez les militaires. Ouais, OK. Il y en a chez les coureurs aussi, mais il n'y a pas une quantité énorme de littérature là-dessus. Ce qui est sorti récemment, vu qu'on parle de fractures de stress, on parle... il y a un article de Warden, qui est un des experts internationaux sur le sujet, qui nous dit on devrait peut-être pas toujours les appeler fractures de stress. Parce qu'en fait, en anglais, ça s'appelle Bone Stress Reaction. Oui, j'ai lu cet article-là, je l'ai vu passer. Exactement. Ouais. Redéfinir un peu la terminologie. Exactement. C'est un spectre, finalement. Exactement. Donc, en fin de compte, si on surcharge un os, mettons, on surcharge un muscle, on va avoir des courbatures. Il y a plusieurs stades de courbature avant d'avoir une déchirure de muscle. Exact, ouais. Fait que c'est un peu le même principe avec l'os où on va le surcharger peut-être avec certains entraînements de vitesse, etc. Puis, on va avoir ce qu'on appelle une réaction de stress osseuse où l'os va essayer de nous envoyer un petit message, va dire hey, c'est un peu trop, mais il y a 4 grades à ça. Donc, grade 1, c'est léger, grade 2, c'est modéré, grade 3, c'est sévère, puis grade 4, c'est la fracture de stress réelle. Donc, normalement, là, pour les gens qui nous écoutent, il y a des signaux avant-coureurs. Là, idéalement, il y a eu quelque chose avant. C'est ça. C'est quand même rare où la personne va dire j'ai commencé à avoir mal aujourd'hui dans ma course. Puis tout d'un coup, j'ai une fracture de stress. Donc, il y a vraiment un processus qui va arriver. Là. À moins que cette course-là, c'était une course de 50 km puis que la personne ne s'est pas entraînée. Là. Ça, c'est possible. Ouais. Je voulais, avant de parler, parce que mon prochain point clé, c'est l'arthrose et la course à pied, mais avant de parler de ça, on a parlé de blessures, puis on a un peu comme oscillé entre, il y a les blessures, il y a les gens compétitifs, il y a les gens plus récréatifs. Y a-t-il des différences marquées qui ressortent dans la recherche sur les points qui différencient les coureurs amateurs qui se blessent versus les coureurs compétitifs? Que ce soit les types de blessures, le temps de récupération. Y a-t-il vraiment une différence ou même peut-être la proportion de blessures? C'est une bonne question. En fait, la problématique qu'on a... d'abord, je vais répondre à ta question avant de dire la problématique. Mais le problème direct. C'est ça, le problème direct. Les pourcentages sont
relativement similaires. La problématique qu'on a, justement, c'est que les études, souvent avec les coureurs compétitifs, vont les suivre pendant 1 an, puis les coureurs débutants, on leur donne un programme de 12 semaines ou 16 semaines, puis on vous donne un pourcentage de blessures. Okay, ouais. Donc, si on le met d'un point de vue annuel, si on extrapolait pour des programmes de débutants qui durent 1 an, on aurait probablement les mêmes pourcentages à peu près dans les 3 catégories, c'est-à-dire débutants, récréatifs, puis compétitifs. Ouais. Mais si on n'analyse pas de cette façon-là, on va trouver des études avec des coureurs compétitifs qui se blessent à 91% au cours d'une année. Oui, c'est ça. J'ai vu ces chiffres. Puis, quand tu regardes les études, les chiffres, ils varient de 0 à 90%. C'est ça, exactement. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu plus critique là-dessus. Il faut analyser les études en question. Ouais. Mais c'est ça. Globalement, c'est juste que les gens vont avoir tendance peut-être à avoir des blessures un peu différentes. Il y a un point clé pour moi, pour les coureurs débutants, je pense, à considérer, c'est que pour moi, un coureur débutant, puis il y a des études qui nous suggèrent ça justement, c'est que dès qu'il y a une blessure, il y a un potentiel de quitter la course à pied, d'arrêter complètement. Ah ouais, hein? Donc, le coureur débutant, pour moi, ce que je veux, c'est éviter l'apparition d'une blessure. Ouais. Tandis que le coureur compétitif, souvent, on va jouer un petit peu plus avec un entraînement un peu plus intense. Puis cette personne-là, ben, elle va faire un peu de l'essai-erreur. Elle va tester, est-ce que j'arrive dans ma zone de blessure ou pas? Sinon, c'est tant mieux. Mm-hmm. Mais ça se peut qu'il arrive avec un peu de blessure, puis on apprend des erreurs. Mais le coureur débutant, si on fait une erreur, il y a une tendance à arrêter. Ouais. Donc, je pense que d'un point de vue santé publique et prévention, je pense que c'est important pour les débutants, ceux qui veulent commencer un programme de course à pied, d'y aller très, très graduellement. Ouais, de vivre du succès. Exactement. C'est ça. Puis en même temps, ça va les aider à s'adapter, à tolérer le stress mécanique de la course, puis à continuer, puis à persister là-dedans, puis à avoir les effets au niveau de leur santé générale. Donc ça, c'est un gros problème quand même chez les coureurs débutants. Là, dès qu'il y a une blessure, ben, là, ils arrêtent parce qu'ils se disent ben, la course à pied, c'est pas bon pour moi, je me blesse. Ben oui, exact. Je refais un peu un lien avec ce qu'on a discuté tantôt sur comment savoir si on est réellement blessé, est-ce qu'on doit arrêter. T'sais, mon expérience, c'est que en général, les gens font beaucoup trop d'évitement et de surprotection que le contraire. Fait que, je crois en général que les gens arrêtent trop longtemps puis trop souvent de courir quand ils ont une douleur. Moi, ça fait pas 10 ans que je cours dans les 3 dernières années. J'ai eu des douleurs passagères que tu continues de courir. C'est apparu sans raison, ça repart sans raison, mais moi, j'ai le privilège d'avoir l'info, de comprendre puis de mieux connaître ça, versus quand on ne connaît pas puis si tu es dans l'inconnu, ça peut être un peu plus anxiogène de voir une douleur comme un signal de quelque chose va mal. Mais toi, as-tu cette même interprétation-là, cette même observation-là, que les gens en général se surprotègent puis ils arrêtent beaucoup trop longtemps? Je veux dire oui. Ouais. Puis c'est pour ça tout à l'heure je disais si on ressent quelque chose, c'est peut-être bien de réduire, hein? Puis je pense que c'est ça le point clé là. C'est pas d'arrêter complètement, mais c'est vraiment d'adapter son entraînement. Donc si tu dis moi quand j'ai commencé à courir, j'ai eu des petites douleurs ici et là, ça peut être correct, mais si ça persiste, là, ça peut être un problème. Mais dès que tu te mets à sentir des douleurs, essaie d'ajuster quelque chose dans ton entraînement. Au lieu de courir tes 30 minutes 4 fois dans ta semaine ou 3 fois dans ta semaine, essaie de courir un 10-15 minutes presque à chaque jour, puis tu vas voir comment ça va, puis si tu dis je me sens bien avec ça, là tu retournes graduellement vers où tu étais. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, pour guérir des blessures, la pire chose à faire, c'est juste d'arrêter complètement pendant... de tout éviter. C'est ça, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, là, on va pas s'aider, là, parce que dès que la personne elle va retourner, d'ailleurs, c'est une erreur commune. Elle va retourner et elle va faire une demi-heure. C'est ça, exactement. Puis là, elle va dire ça fait mal encore. Oui, c'est sûr, ça fait mal encore. Ouais. Donc, ouais. Puis des fois, il y a une cascade qui déboule parce que tu te blesses ou tu as une douleur qui apparaît, tu arrêtes, tu consultes pas, tu fais juste tout arrêter. Puis là, tu pratiques plus ton sport qui te maintenait en santé, en équilibre mental, puis là, tu te déprimes, puis là, tu sais, ça a comme une cascade, des fois épouvantable, puis les gens, ils viennent me voir, puis ils ont comme tout arrêté depuis 6 mois, puis ils ont perdu, à la limite, quasiment le sens de leur vie, tu sais, c'est fou, des fois, juste comme une petite affaire, puis si tu avais juste la bonne intervention au début, juste comment adapter, moduler. Fait que c'est pour ça, maintenant, quand j'ai vu ces gens-là, puis qu'on réussit à rebâtir, puis que je les retourne dans la course, je leur dis, la prochaine fois, s'il y a vraiment quelque chose, viens tout de suite. Premièrement, ça va prendre comme 3 fois moins de temps et de séances à se voir. Tu sais. Oui. Ça ne va pas te décourager à retourner dans
séquence d'événements. C'est ça, exact. Souvent, ces gens-là, on les voit une fois, Ouais, c'est ça. peut-être 2 fois, mais c'est de bien les orienter dès le départ. Puis, comme tu dis, ben, on n'aura pas besoin de les voir de façon prolongée après. Puis, ils vont pouvoir continuer à faire leur course, leur activité qu'ils aiment. Exact. Puis, comme tu dis, il y a tellement de bénéfices d'un point de vue santé générale, psychologique et physique. Là, donc, clairement. Ouais. OK, je veux parler du sujet le plus important, la course à pied et l'arthrose. J'allais dire l'arthrose du genou parce que c'est comme tout le temps l'articulation qui revient. C'est aussi une des articulations, je crois, la plus étudiée en termes d'arthrose parce que c'est la plus prévalente, si je ne me trompe pas. Ma première question, est-ce que la course à pied, ça use les articulations, comme on dit? Ça, c'est ta première question. Tu y vas direct. Je vais répondre par un mot, non. Parfait. Est-ce qu'on a à date de la science très solide pour nous dire ça ou est-ce que cette science-là est fragile? La science qu'on a, elle se base actuellement là, sur des milliers d'individus qui ont soit couru, soit pas couru. Donc, je donne un exemple, une étude qui a été publiée en 2017, qui est une revue de littérature qui combine un total de, c'était 17 études, si je me souviens bien, 125 000 individus. Puis là, on catégorise les gens. Donc, on les met soit dans la catégorie des individus sédentaires non coureurs, donc ceux qui font pas de sport, puis ils font pas de course à pied. Ensuite, on a les coureurs récréatifs, donc ceux qui courent pour le plaisir, mais quand même un peu aussi pour la performance. Puis à l'autre bout du spectre, on a les coureurs dits élites ou compétitifs, mais de très haut niveau. Donc ces gens-là, pour bien les définir, c'est des coureurs qui ont fait soit les Jeux olympiques, les championnats du monde ou qui sont des coureurs professionnels. Donc on parle de très haut niveau, de 0,01% un très faible pourcentage. Exactement. Probablement pas les gens qui écoutent ce podcast. Voilà, ça en plaît ça. Donc, les coureurs récréatifs, finalement, si vous voulez courir pour vous qualifier pour le marathon de Boston, vous comptez récréatif selon cette définition-là. Puis, en fin de compte, les pourcentages qu'on nous donne, c'est le pourcentage de gens qui ont de l'arthrose genou et ou hanche. Puis, ceux qui en ont le plus, ce sont les coureurs élites, donc très, très haut niveau. Puis on avait une prévalence de 13,3% dans cette étude-là. Les individus sédentaires venaient au deuxième rang avec 10,5%. Et les coureurs récréatifs étaient à 3,5%. Wow. Donc ça, moi, ça me fascine parce que on réalise que finalement, les coureurs récréatifs ont 3 fois moins d'arthrose que les individus qui restent assis sur leur divan. Les gens qui ne courent pas, que les non-coureurs. Exactement. Ça veut pas dire qu'ils restent assis sur leur divan tout le temps, mais c'est des gens qui ne vont pas avoir cet impact-là au niveau de leurs genoux. On pourrait penser, l'impact, ça va amener à de l'arthrose. Mais non, pas du tout. Donc, le coureur élite, c'est une catégorie à part quand même, là, qui va peut-être aller un peu trop loin d'un point de vue de stimulation. Peut-être qu'il va avoir mal aux genoux, mais qui est à quelques secondes d'un standard olympique, qui va continuer à pousser dedans. Là, donc, il y a tellement de variables. Puis souvent, dans le sport professionnel, on voit plus de poursuites du sport sur blessure et plus d'interventions chirurgicales. Si on regarde des sports comme le hockey, le soccer, il y a des opérations chirurgicales à n'en plus finir. Puis on le sait qu'une opération dans une articulation, c'est un facteur de risque pour de l'arthrose en général. Certainement. Très bon point. Mais quand même, l'athlète élite n'est pas beaucoup au-delà de l'individu sédentaire. Exact, Donc, ça, c'est quand même intéressant. Mais ça nous amène à cette notion de dose optimale qui pourrait peut-être favoriser la santé articulaire. Donc là, on parle de courir. C'est bon pour les articulations. C'est pas mauvais. Puis, explique-nous comment ça marche. Au niveau de l'articulation, là, c'est quoi qui fait que la course à pied peut être bonne pour la santé de l'articulation? Puis qu'au contraire de venir user le genou, ça peut même prévenir l'usure ou ralentir l'usure d'un genou. C'est quoi qui fait que ça fonctionne comme ça? C'est une très bonne question parce que longtemps, on a pensé qu'une articulation ne pouvait pas s'adapter aux charges mécaniques. Par contre, on sait, tout le monde qui écoute sait que si on va au gym, on va lever des poids, on va solidifier nos muscles, on va les rendre plus tolérants, les muscles, les tendons. On sait que si on fait certaines activités, on peut rendre nos os plus solides, donc que ce soit, encore une fois, lever des poids ou faire des activités de saut. Donc, on va augmenter la densité osseuse en faisant ça. Mais les articulations réagissent un peu de la même façon, c'est-à-dire elles ont besoin de mouvement et de compression pour devenir plus solides et se maintenir en santé. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous faites toujours du vélo,
Le vélo, c'est bien pour votre système, c'est parfait. C'est bien pour bouger votre genou, ça fait plier, déplier, ça c'est super. Par contre, il va peut-être vous manquer une petite composante de compression au niveau du cartilage, qui est un tissu dans l'articulation qui vient finalement au bout des os là, pour lubrifier un peu le contact. Mais ces cartilages-là ont besoin d'être mis en charge, ont besoin d'impact, ont besoin de compression. C'est comme ça, en fait, que le cartilage se nourrit. Puis ça, c'est un mécanisme qu'on ne comprenait pas avant. Donc là, c'est quelque chose d'assez récent dans les études, mais parce qu'il n'y a pas de vaisseau sanguin, puis il n'y a pas de nerf dans le cartilage. Donc, on pensait qu'un cartilage, on en avait une quantité X, puis on pouvait juste le perdre, et on ne pouvait jamais l'améliorer. Mais là, on se rend compte que non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que le cartilage, si on le compresse, on le comprime de façon répétée, il va finalement, il y a du contenu en eau, beaucoup dans le cartilage. Il va repousser certains du contenu en eau à l'extérieur du cartilage. Puis, quand on va arrêter, ce contenu en eau-là va revenir dans le cartilage, puis il va ramener des nutriments en même temps, parce qu'il était repoussé dans d'autres tissus, dans l'os ou dans l'articulation. Et donc, c'est comme ça que le cartilage se nourrit. Ça veut dire, en quelques mots simples, ça veut dire que le cartilage a besoin de se faire comprimer, décomprimer. Donc, les activités d'impact sont nécessaires à la bonne santé de l'articulation. Fait que dans la mesure où on pratique, que ce soit des sports ou des activités physiques qui impliquent une sorte d'impact vertical sur le sol, fait que ce soit de la course, des sauts, n'importe quoi qui est en mise en charge finalement, puis qui a un peu plus de compression, c'est nécessaire et utile pour la santé de nos articulations, la santé de ce cartilage-là. Certainement. C'est quand même fascinant quand tu y penses qu'on a ces données-là, puis que ça persiste encore tellement dans la population qu'on va user, puis les gens, ils connaissent le terme cartilage, hein? Ils vont dire, il faut que je fasse attention à mon cartilage, ou ils vont dire, je vais user mon cartilage en courant. Mais c'est fou de savoir que la science nous dit exactement le contraire. Tu sais, c'est même pas nuancé à ce niveau-là, là. Des fois, toi, tu dois tomber en bas de ta chaise. Tu fais la recherche, c'est toi qui en as publié, tu as fait un postdoc, entre autres, sur ça. Puis, tu vois la clientèle de patients qui sont aux prises avec ces croyances-là en même temps. Oui. Puis, justement, moi, je me questionnais sur la proportion des gens qui pensent ça. Ouais, parce que moi, ça. Je l'entends souvent, mais je me dis, on est peut-être biaisé, on a peut-être juste du monde qui pense ça, qui vient de nous voir. Ouais. Puis, donc, on a fait une étude sur le sujet pour demander aux gens, est-ce que vous croyez que la course à pied, c'est mauvais pour les articulations? Puis là, on a fait une étude internationale. Là. C'est pas juste fait au Québec ou au Canada. Là. On a fait ça international en 7 langues. Là. En français, en anglais, en italien, en espagnol, en portugais, en danois, puis en irlandais. Wow. Fait qu'on a demandé finalement à un total de... C'était... là, j'ai oublié mon chiffre. C'est 5000 participants environ. Et on leur a demandé, bon, est-ce que vous croyez que la course en général, c'est bon ou c'est mauvais pour les articulations, pour les genoux précisément? Puis là, les gens, en général, disent, c'est probablement pas mauvais, c'est peut-être même bon. Donc là, on se dit, ah bon, OK, ça a l'air que le monde il pense que c'est bon. Donc, on va leur poser plus de questions. Est-ce que vous pensez que courir fréquemment, c'est bon ou c'est mauvais? Puis là, on a un pourcentage qui augmente de gens qui disent c'est mauvais. On parle de fréquemment, on disait 3 fois par semaine et plus. Okay. Donc là, on a un pourcentage autour de 30% qui disent non, c'est mauvais. Quand même, hein? Oui. Puis là, après ça, on leur demande courir des longues distances. Exemple, marathon et plus long. Là, on a 50% des gens qui nous disent non, c'est mauvais. Puis on a 20 à 30% qui disent je sais pas. Puis il n'y en a pas grand monde qui disent c'est bon pour les articulations. Ouais. Wow. Donc, c'est pour ça qu'on va pousser un petit peu plus. Puis ça nous oriente sur les stratégies, justement, d'éducation à la population. Parce que, peut-être que les gens, en général, s'ils lisent une pancarte qui dit « La course, c'est bon pour les articulations », ils ne vont pas se questionner. Mais si on écrit « Courir des marathons, c'est bon pour vos articulations », ils vont dire « Quoi? » Ça va bien plus venir chercher le raisonnement parce que ça contraste peut-être plus avec leurs croyances. C'est ça. Donc, il va être étonné de lire ça, puis il va peut-être vouloir en savoir plus. Fait que c'est là-dessus qu'on essaie de voir justement les stratégies de diffusion des connaissances. Comment est-ce qu'on peut amener les gens à mieux comprendre ce phénomène-là, puis à s'éduquer sur le sujet. Puis, on leur a posé plein d'autres questions. Mettons, tu as déjà de l'arthrose. Il y en a plein des gens qui nous écoutent, là, qui se sont fait dire, écoute, toi, tu as de l'arthrose, là, tu ne devrais pas courir. Puis la majorité des gens pensent ça. C'est pas une bonne idée de courir quand on a de l'arthrose. Fait que nous autres, ce qu'on s'est dit, on dit, on va étudier ça. C'est ça. JF, il est là, on va faire une étude. C'est ça, exactement. Donc,
on est le premier groupe à Vancouver qui a fait une étude là-dessus. On a amené des coureuses de 40 ans et plus. Notre moyenne, c'était 52 ans. OK. Dans cette étude-là, on en avait une vingtaine. Là. On a commencé tranquille. Puis, on a dit à ces femmes-là, on vous amène dans une résonance magnétique. On vous fait une résonance magnétique pour votre genou, pour regarder les cartilages. Puis là, on vous fait courir sur un tapis roulant pendant une demi-heure. Puis après ça, on vous remet dans l'IRM. Tout de suite, là? Tout de suite, le direct. OK, fait que c'est l'effet ça, c'est l'effet immédiat. de la course ça, sur c'était le premier volet. Ouais. Donc là, le premier volet, puis c'est parenthèse, c'est immédiatement après, là, parce que moi, je courais même avec eux autres entre le tapis roulant puis l'IRM. Là, OK, c'est direct, là. Il n'y a pas de niaisage. C'est direct. Puis, tu sais, ils changent, ça prend 30 secondes, puis ils sont rendus dans l'IRM. Ouais. Fait que ce qu'on a remarqué dans cette étude-là, c'est que le cartilage de ces femmes-là qui avaient de l'arthrose, quand on les remettait dans l'IRM après, ils montraient une réaction un peu différente à des femmes qui n'avaient pas d'arthrose. C'est-à-dire qu'ils prenaient peut-être un peu plus de temps à récupérer de la course à pied. OK, puis il y avait comme une petite réaction peut-être où il y avait une petite surcharge. Mais globalement, ils revenaient quand même à la normale éventuellement. Sauf que le point clé ici, c'est que c'était des femmes avec arthrose, mais qui avaient de la douleur en courant. Donc là, nous, on s'est dit, OK, on va faire la prochaine étape après. Puis on a demandé même une subvention au gouvernement fédéral qu'on a eue, qui est quand même étonnant pour une étude sur la course à pied, où là, finalement, ce qu'on fait, c'est une étude de 5 ans. Ça prend du temps, mais là, on recrute 80 individus avec et sans arthrose, donc 40 avec arthrose, 40 sans arthrose. Puis là, en plus de faire le volet qu'on avait fait, on leur donne aussi un programme de 12 semaines de course à pied, mais un programme qui augmente en volume. Donc, si par exemple... Charge progressive, là. Exact. Donc, quelqu'un qui est enrôlé dans l'étude, qui dit, moi, je cours 30 km par semaine, on lui donne un programme qui fait augmenter de 50 à 100 %. C'est-à-dire, dans 12 semaines, elle va courir entre 45 et 60 km dans sa semaine. Donc, c'est quand même une augmentation qui est assez significative du volume. Puis, on regarde comment le cartilage réagit à ça. Est-ce qu'on va avoir un effet négatif quelconque? Puis là, je n'ai pas encore les résultats parce qu'on est encore en train de faire de l'étude. Il va falloir que tu reviennes dans quelques années. C'est ça, exactement. Mais ce qu'on voit comme résultat préliminaire, il y a une étudiante de doctorat, Michaela Kahn, qui fait son doctorat là-dessus actuellement. Puis elle, ce qu'elle me dit, c'est que c'est quand même étonnant. Il y a plein de monde qui voit une amélioration de leurs symptômes. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir les résultats. D'ailleurs, j'ai un meeting là-dessus dans quelques jours, vendredi. Oui, parce que est-ce que vraiment ça vaut la peine d'arrêter de courir si on a un diagnostic d'arthrose? D'emblée, moi, je veux dire non. Mais d'emblée, c'est l'opinion que j'ai aussi. C'est ça. Après, il faut personnaliser, il faut avoir un dosage adéquat, mais c'est pas vrai que de courir en présence d'arthrose, c'est mauvais. Donc, là, est-ce qu'ils vont le groupe qui a de l'arthrose sont tous symptomatiques? Oui. Okay, tout le monde est symptomatique. Parce que l'autre question qui est curieuse, qui serait intéressante, c'est, on s'entend, l'arthrose, des gens qui ont de l'arthrose dans le genou sans aucune douleur, il y en a plein, là, surtout rendus à 40-50 ans. Fait que je serais curieux de savoir, est-ce que ça réagit différemment, même la réaction du cartilage en tant que tel, ou leur réponse à l'entraînement. Bref. Oui, mais tu vois, c'est que quand on veut recruter des gens avec et sans arthrose, on met des annonces, puis là, il y a du monde qui nous répond, mais là, il faut savoir s'ils ont de l'arthrose ou pas. Donc, nous, on leur fait passer sur une radiographie qu'on utilise pour déterminer ça. Puis, il y en a des gens qui viennent nous voir qui ont pas mal, puis que finalement, la radio, elle revient, puis ils ont de l'arthrose, tu sais. Puis ces gens-là, en fait, on a décidé récemment de les utiliser dans l'étude pour au moins tester quelques trucs. Donc, peut-être pas autant que les autres parce qu'on est limité en budget, mais j'espère qu'on va avoir de l'information intéressante là-dessus. C'est sûr que si tu me demandes l'intérêt de faire ça, tu sais, quelqu'un qui a de l'arthrose, est-ce que courir, c'est bon ou pas? Moi, je pense qu'on peut, puis c'est une hypothèse tout à fait personnelle, je pense qu'on peut retarder la progression de l'arthrose en faisant ça parce qu'on stimule l'articulation dans sa limite d'adaptation. Donc, peut-être on s'en reparlera dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais tu sais, quand j'ai reçu Anthony Teoli, qui a fait son doc sur l'arthrose du genou, puis lui, il étudie un peu plus les prothèses et tout ça, mais tu sais, il s'est quand même beaucoup intéressé à la course à pied, l'arthrose et tout ça. Puis, tu sais, dans la littérature qu'il rapportait, la meilleure chose pour les symptômes liés à l'arthrose, c'est l'activité, pas juste légère, l'activité modérée à élevée en termes d'intensité. Fait que je ne serais pas surpris que ce soit quelque chose qu'on voit comme un bénéfice, autant pour améliorer les symptômes des gens
que peut-être même retarder le processus. Tu sais, si on pense au fait que la chose à faire pour avoir des articulations en santé, c'est ce phénomène de compression. Il faut du stress mécanique sur nos articulations. Mais probablement que si on a un début de, entre guillemets, pathologie du genou, mais la chose à faire pour nourrir sa santé, c'est probablement encore ça. Peut-être juste qu'il y a une nuance à faire en termes de dosage, peut-être encadrer et tout ça. Là. C'est ça. Puis, tu sais, encore une fois, il y a des gens qui pensent que de courir va mener à une prothèse de genou. Tu parlais de prothèse, parce qu'on a posé cette question-là aussi. Si vous courez avec de l'arthrose, est-ce que vous allez accélérer la progression vers une prothèse? Puis, la majorité des gens pensent que oui. Puis, on n'a pas de science solide encore sur le sujet, malheureusement, mais on a quand même une revue de littérature basée sur 3 études qui nous dit que les gens qui ont un passé de coureur, donc les gens qui ont fait de la course à pied pendant leur vie, ont 54% moins de risque d'avoir un remplacement c'est vrai, j'ai vu passer ça. Articulaire. Donc, non seulement il ne semble pas avoir de danger, mais on commence à voir justement un bénéfice potentiel de la course à pied sur le risque d'avoir une prothèse totale articulaire. Vraiment. C'est fascinant, vraiment. C'est des résultats très encourageants. Mais de un, c'est des bonnes nouvelles. Des fois, les gens sont fâchés de dire qu'on dit que la course à pied ne cause pas l'arthrose, comme si ils seraient contents que ce soit ça. Finalement, c'est des bonnes nouvelles. Là. On peut continuer à faire du sport et être en santé longtemps. Exact. Une des questions que j'ai sur ces études-là, donc l'étude qui est en cours avec les femmes à ton université, qui le projette 5 ans, est-ce que c'est des gens qui courent déjà? Oui. Ou est-ce qu'on... OK, fait que c'est déjà des gens qui courent. Certainement. Est-ce qu'on a des données à savoir si on introduit la course de façon nouvelle à quelqu'un qui a de l'arthrose au genou symptomatique? Est-ce qu'on sait comment ça réagit ou est-ce qu'on n'a pas vraiment d'études à ce niveau-là? On n'a pas encore ça, malheureusement. On a des... je pense à une étude en particulier de gens qui ne couraient pas et qui commencent à courir, mais qui n'ont pas d'arthrose, des gens plus jeunes. Puis on regarde comment leur cartilage réagit. Puis le programme en question, c'est un programme de 10 semaines de début de course à pied, donc augmentation progressive. Puis ce qu'on remarque, c'est que le cartilage augmente. Il y a une molécule dans le cartilage là, qui s'appelle les glycosaminoglycans. Donc c'est une molécule qui sert à attirer l'eau dans le cartilage pour le rendre plus tolérant à la compression. Et on remarque une augmentation de ces molécules-là de façon significative après 10 semaines de début de course à pied. Donc, c'est la première... probablement. Ce qui est bénéfique. On veut l'eau dans le cartilage. Exactement. Donc, c'est probablement la première étape de l'adaptation du cartilage, qui est un tissu très lent. C'est pas comme un muscle que vous allez au gym, puis là, vos muscles, ils grossissent assez vite. Un cartilage, c'est lent. Donc, c'est déjà un bon signe, mais ça nous renseigne sur les processus d'adaptation du cartilage. Malheureusement, on n'a pas rien sur la course à pied débuter la course à pied chez les gens qui ont de l'arthrose, mais on a par contre des programmes d'exercice qui incluent de l'impact chez des gens qui ont de l'arthrose symptomatique, où on a aussi des adaptations positives. C'est pas de la course à pied, mais c'est quand même des programmes d'exercice qui incluent des sauts et on a une réaction positive du cartilage après plusieurs semaines de cet entraînement-là et non pas une réaction négative. Puis une des nuances qui est importante, c'est que la façon dont la structure et le tissu réagissent, c'est une chose, mais même si au final, on voyait que des fois, avec la course, il y a des groupes que le tissu ne change pas, puis qui restent avec la même structure au niveau de l'imagerie, mais si les symptômes s'améliorent, c'est parfait, parce qu'il y a plein de gens qui ont de l'arthrose sans aucune douleur, il y a des gens qui ont des douleurs sans aucune arthrose, fait que il n'y a pas de corrélation parfaite entre ces phénomènes-là, puis quand quelqu'un a de l'arthrose au genou puis qu'il a de la douleur, le but visé, c'est pas nécessairement de régler la structure et l'arthrose, c'est d'amener cette personne-là à ne plus avoir de douleur et faire les choses qu'elle aime. Fait que si on est capable de voir que les gens, on est capable de les ramener à faire leur sport, leurs activités, bien, indépendamment si la structure change, c'est des bonnes nouvelles. Après ça, c'est vraiment cool de voir dans les études, est-ce que même la santé osseuse en tant que telle peut s'améliorer. Là. Fait que ça, c'est comme un bonus qu'on a qui est vraiment cool en plus. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense que l'avantage aussi de dire on a un effet potentiel de prévention ou de ralentissement d'une progression d'arthrose, ben, c'est un enjeu de santé publique énorme. Ouais. Donc là, on peut justifier des stratégies de prévention, des trucs simples comme des crédits d'impôt. Tu t'inscris à une course. Tu fais ta course. Vraiment. Tu pourrais avoir un crédit d'impôt pour ça. Il faut que tu fasses fasses la course.
faut que tu fournisses ta photo de finisher de la course, je sais pas, mais il y a des stratégies potentiellement pour aider à motiver les gens à ce niveau-là parce qu'on a des effets bénéfiques assez intéressants. Ouais, ben on le voit, mettons, tu veux retarder le vieillissement de ton cerveau, mais il y a plein de choses que tu peux faire, comme l'activité physique, mais le sommeil, c'est un immense enjeu. Probablement aussi tout ce qui est comme rester actif cognitivement. On le sait dans la littérature sur les démences, mais si on a c'est cool de dire dors bien toute ta vie pour prévenir ton risque de cerveau qui dégénère ou de perte de mémoire, mais c'est encore très cool de dire cours toute ta vie puis maintiens tes articulations en santé. Là. Ouais. C'est un beau message. Absolument. J'avais un point tantôt, mais ça m'est sorti de la tête. C'est pas la fin du monde parce qu'on a vraiment parlé de trucs cool, puis on a ouvert des parenthèses dans des parenthèses. Je regarde le temps, puis il nous reste peut-être 5 à 10 minutes. Je voudrais peut-être t'entendre sur 2 derniers points. D'abord, les chaussures. Il y a plein de choses, on pourrait parler 1 heure là, juste de chaussures, mais grosso modo, y a-t-il des nouveautés dans les 2-3 dernières années sur ce qu'on a appris dans le rôle des chaussures dans plus soit prévention ou traitement des blessures en course à pied? Puis si oui, ça représente quelle proportion de ce qui nous intéresse? Ta question, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Là? Je veux dire, malheureusement, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui nous amène à changer nos conclusions. C'est-à-dire, la chaussure classique qu'on retrouve en boutique là, avec beaucoup d'absorption, des technologies, etc., elle prévient pas plus les blessures qu'elle prévenait les blessures dans le passé. Bon, fait que ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Ça change absolument rien. Donc, prenez pas la chaussure la plus chère à cause que vous pensez qu'elle va prévenir les blessures. Ensuite de ça, les avancées récemment, c'est un petit peu plus sur le volet performance. Oui, c'est ça, avec les plaques de carbone et tout ça. Là. C'est ça, exactement. Ça marche-tu pour vrai? Mettons 1 minute là-dessus. Là. 1 minute là-dessus. Ouais. Il y a tellement de variables confondantes là-dedans. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu encore que ça fonctionne. Puis après, c'est que si les gens qui nous écoutent, là, votre objectif, c'est d'améliorer vos performances en course à pied, il y a bien d'autres choses que vous pouvez faire avant de dépenser 350$ pour une paire de chaussures. Donc, si vous êtes à un niveau très élite, puis que pour vous, ça va vous aider, puis vous avez tout fait le reste, vous le faites super bien. Tout est déjà parfait. Là. Ben, c'est ça. OK, pourquoi pas, t'sais. Mais l'avantage de cette chaussure-là, on le comprend pas bien d'abord. C'est une chaussure qui est légère, puis on sait que le poids de la chaussure est le facteur déterminant pour la performance. Exact. L'économie de course. Exactement. Donc, ça, c'est pertinent d'avoir une chaussure la plus légère possible. La majorité des gens sont adaptés à des chaussures un petit peu plus absorbantes. Donc, l'avantage, encore une fois, de cette chaussure-là, c'est qu'elle est aussi absorbante. C'est ça, il y a beaucoup de coussins. Là. Exactement, tout en étant légère. Donc, ça permet de faire une transition plus rapide vers une chaussure de performance. Puis, ça pourrait aider justement à s'améliorer de façon un petit peu plus sécuritaire pour les gens qui sont adaptés à ça. Par contre, si on compare à quel point la chaussure de plaque carbone nous fait améliorer notre économie de course et notre performance versus une chaussure bien flat, là, minimaliste, un racing flat qu'on appelle, on a fait une étude là-dessus justement parce qu'on se posait la question. Puis on a comparé, c'est pas des coureurs élites qu'on a pris. On a pris des hommes qui couraient entre 20 et 25 km, 20 et 25 minutes aux 5 km. Ouais, OK, donc des gens qui courent entre quand 4 même, et 5 minutes du kilo pour un 5 km. Pour un 5 km. Fait que c'est pas de la haute performance, mais c'est pas les gens les plus lents non plus. C'est ça. C'est en fait le public cible à qui on essaie de vendre ces chaussures-là. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette population-là. Puis on les a testés, ces gens-là, avec leur propre chaussures, voir combien d'oxygène ils prenaient, puis quelle vitesse ils couraient un 3 km sur tapis. Puis après ça, on leur a fait essayer avec la chaussure à plaque carbone de Nike, la première génération, la Vaporfly. Puis on leur a donné la chaussure la plus légère qu'on pouvait trouver, mais la chaussure mince. Donc, la chaussure minimaliste, qui est une Saucony endorphine avant la Saucony endorphine carbone. Puis, ce qu'on a fait, que personne d'autre a fait dans les autres études, on a peinturé les chaussures en noir. OK, on a pris un spray, puis là, on a peinturé ça pour essayer d'éliminer le volet psychologique. Puis ça, j'y reviendrai après. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les deux chaussures amélioraient autant l'économie d'oxygène, la Vaporfly versus la chaussure plus minimaliste. Mais les gens qui portaient la Vaporfly étaient capables de courir quelques secondes plus rapide sur un 3 km que quand ils couraient avec la chaussure minimaliste. Mais ils étaient aussi plus confortables avec la chaussure Vaporfly parce que ça entrait dans leurs habitudes, ça fit avec ce qu'ils courent normalement.
Le confort étant un facteur important. Exact. Donc, le confort est super important pour la performance. Ouais. Et dans des cas comme ça, ben là, ça devient pertinent. Mais quelqu'un qui dit, moi, je suis adapté à des chaussures plus minces, plus minimalistes, ben, je ne suis pas si certain qu'il va bénéficier d'une Vaporfly, d'une chaussure plaque carbone. Ouais. Donc, ça, c'est l'état de la littérature actuellement, Ça ça ressemble à ça. Le volet psychologique, malheureusement, n'est jamais considéré. Puis, c'est vers là que je m'en vais. Là, si toi, tu fais une étude, tu participes à une étude, puis on te dit, essaye cette chaussure-là. C'est la chaussure que Eliud Kipchoge a portée pour courir juste en haut de 2 heures sur un marathon, ou juste en bas, dépendant si vous acceptez que c'est un record ou pas. Ben, c'est sûr que l'aspect psychologique de la chose va probablement, c'est mon hypothèse, aider ta performance. Si on sait que sourire quand on court nous rend plus économique. Ah ouais, hein? Ils l'ont étudié, ça? Oui, il y a une étude. Wow. C'est quand tu souris, c'est ça. Puis Eliud Kipchoge, d'ailleurs, sourit toujours quand il court. Ah ouais? Donc, sourire te fait consommer moins d'oxygène que si tu fronces les sourcils. Ça, c'était le devis de l'étude. OK? Ben voyons. Donc, si sourire te rend plus économique, moi, je pense que de courir avec la même chaussure qu'Eliud Kipchoge peut aussi te rendre un peu plus économique. Fait que, tu sais, il y a tellement de facteurs qui, malheureusement, ne sont pas considérés, qui devraient être considérés dans ces études-là. Ben oui. Kipchoge, pour ceux qui ne connaissent pas, est le record du monde au marathon. C'est ça. Wow, fascinant. Puis, mettons rapidement, maintenant, si tu vois quelqu'un en clinique puis il dit « Hey, Jeff, il faut que je change mes chaussures de course. » C'est quoi tes recommandations pour des chaussures de course? Ça ressemble à quoi les conseils clés que tu donnes maintenant? Conseil clé pour éviter les blessures. Par exemple, la personne, elle me demande ça, puis elle n'est pas blessée. Elle est adaptée à sa chaussure actuelle. Elle ne veut pas améliorer ses performances. Je veux dire, va chercher quelque chose de pareil. Similaire. C'est ça, le plus similaire possible. Donc ça, c'est un point clé. Hein. Si vous allez bien, vous n'êtes pas blessé, et vous ne voulez pas performer mieux, ne changez pas vos chaussures. Parce que si vous les changez, là, c'est potentiellement un facteur de risque de blessure. C'est sûr que la personne qui me dit « Moi, je veux améliorer mes performances », je vais essayer d'y aller vers une chaussure qui est plus légère parce que c'est le point clé pour la performance. Si elle me dit « Moi, je veux performer, mais là, maintenant, direct », OK, tu peux peut-être essayer les plaques carbone. Par contre, garde en tête que la compagnie va te vendre cher, puis ils te disent en plus qu'ils sont bonnes juste pour 300 km. Fait que ça te coûte $1 le kilomètre de courir avec cette chaussure-là. Hey, quand tu le mets de même. Hein? Exactement. Fait que là, tu payes déjà 150$ ton marathon, puis là, tu te rajoutes 42$, une pièce le kilomètre. Ça augmente ton prix quand même pas mal. L'empreinte carbone aussi, moi, je suis sensible à ça. Puis, tu sais, s'il faut que tu tires ta chaussure au dépotoir après 300 km, moi, je trouve ça un peu triste. Excuse, parenthèse. Oui. C'est-tu un mythe qu'une chaussure a un nombre de kilomètres dessus avant qu'elle soit plus bonne? Oui, c'est une bonne stratégie de vente. OK, parfait. C'est bon. On a réglé ça aussi. J'ai cherché, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui a semé le doute. Je suis allé fouiller dans la littérature pour voir. Je n'ai rien trouvé, là. Fait que, mais justement, si tu n'as rien trouvé, c'est parce que c'est ça. Une chaussure peut être utilisée tant que c'est sécuritaire pour protéger nos pieds et qu'on est confortable. C'est ça. Puis tant qu'elle n'est pas toute déformée puis percée. Moi, je fais plus de 1000 km avec toutes mes chaussures, même si la compagnie va te dire change-les à chaque 600 à 800 km, mais c'est basé sur rien. Parfait. Donc, la personne qui veut performer, justement, chaussures légères, si elle dit, moi, je veux performer maintenant, peut-être la chaussure carbone, si ça te dit. Sinon, j'ai une tendance à y aller plus en transition graduelle vers une chaussure plus mince, un peu plus simple, dans le but aussi de renforcer ses pieds, d'aider peut-être à prévenir les blessures en lien avec la force du pied dont on parlait tout à l'heure. Puis c'est ça. Puis si la personne a une blessure, là, le changement de chaussure va dépendre de la blessure, elle est où? Est-ce que c'est une blessure qui est récente? Est-ce que c'est une blessure qui date de quelques mois, quelques années? Donc, la recommandation va être un petit peu plus spécifique là, en fonction de ça. Donc, on n'élaborera pas trop là-dessus, mais ça va être plus personnalisé à ce moment-là. Puis, les chaussures minimalistes, tu sais, est-ce que c'est encore... Ça a-tu été une mode? Ça a-tu été un feu de paille? C'est-tu encore, tu sais, quelqu'un qui veut essayer de tendre vers ça, as-tu intérêt à essayer de s'adapter à la chaussure plus minimaliste? Certainement. Ouais. Moi, je suis convaincu quand même que la chaussure minimaliste est un très bon outil. Dans le sens où, justement, on rend les pieds plus solides, on amène la personne typiquement à courir en faisant moins d'impact, à avoir une cadence plus élevée en utilisant cette chaussure-là. Donc, je pense que c'est une très bonne idée de s'adapter graduellement à des chaussures plus minimalistes. Il faut le faire de façon graduelle, puis il faut avoir une raison de le faire. Donc, comme je disais, quelqu'un qui n'est pas blessé, puis qui va bien, puis qui ne veut pas performer, reste avec ta chaussure plus maximaliste, puis c'est correct. Mais
moi, j'ai une approche où l'intervention, qui est la grosse chaussure, elle ne sert à pas grand-chose. Donc, pourquoi en avoir besoin? Donc, j'ai vraiment plus l'approche de dire, si on n'en a pas besoin, on devrait plutôt tendre vers moins d'intervention, moins d'absorption, tout ça. Ouais. Puis l'autre point que j'aime bien mentionner, c'est les débutants, justement. Quelqu'un qui commence un programme de course, moi, je l'ai fait commencer en chaussures plus minimalistes parce qu'elle commence de toute façon. Donc, aussi bien s'adapter à une chaussure qui va lui permettre de courir justement avec moins d'impact, une cadence plus élevée, puis comme ça, elle n'aura jamais besoin de faire une transition graduelle vers une chaussure plus minimaliste. Donc, déjà de la faire commencer avec ça. Bien adapté. Voilà, moi je trouve que c'est un atout pour les coureurs débutants d'aller avec une chaussure plus minimaliste. Oui, excellent. Moi, quand j'ai commencé la trail, ça fait juste 2-3 ans, je me suis acheté une paire de chaussures minimalistes, 80%, fait que c'était des Merrell, là, trail Glove. Puis honnêtement, ça a pris un bout à être bien adapté, mais le processus était vraiment le fun. Puis maintenant que je suis pleinement adapté à ça, l'été, j'ai fait cette année le 30 km de la clinique du coureur. Puis en chaussures minimalistes, dans la forêt boréale québécoise, là, avec les racines, la boîte et tout ça. Puis c'est comme des pantoufles. Là. C'est super confortable. C'est ça. Puis si on te demandait de porter des chaussures bien maximalistes, là, très épaisses, là, tu serais probablement pas très confortable à faire une course comme ça. Puis moi, l'aspect d'être proche du sol, surtout en trail, je le vois personnellement comme un avantage du fait de mieux sentir le sol. Ne serait-ce que c'est quand même un sport qui est un peu plus à risque que la course sur route en termes d'entorse de cheville et compagnie. Là. Il y a plus de terrain instable. Fait que j'ai vraiment vu ça comme un atout à ce niveau-là. Oui, certainement. Mais comme tu dis, le point important, c'est qu'il faut s'y adapter, il faut y aller graduellement. C'est ça, mais si vous commencez la course à pied, il faut vous adapter à n'importe quoi. Là. Exact. Donc, aussi bien s'adapter à quelque chose qui a potentiellement plus de bénéfices. Ouais. Donc, essayez les chaussures plus minimalistes graduellement, puis ça va bien aller. Good. En conclusion, j'aimerais ça t'entendre sur peut-être 1 ou 2 messages clés que tu aimerais mentionner aux professionnels de la santé qui ont des fois devant eux des gens avec soit des blessures en lien avec la course ou de l'arthrose, puis c'est quoi des messages qu'ils pourraient dire? C'est quoi ton message aux professionnels de la santé en général par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui? C'est une bonne question. Les messages clés, c'est sûr, celui par rapport à la course et arthrose, pour moi, est crucial. Là. C'est-à-dire, ne dites pas à quelqu'un qui a de l'arthrose qu'il devrait arrêter de courir. Ça, c'est un mauvais conseil. Ne faites pas ça. L'objectif, c'est de trouver une façon de maintenir la course à pied chez cette personne-là. Ajuster son entraînement, éduquez-la, éduquez-vous aussi, parce que, en fait, ça, c'est un autre point d'une étude qu'on a faite. Les recommandations des professionnels non-coureurs sont différentes des recommandations des professionnels coureurs. C'est clair. Donc, si vous n'êtes pas coureur, éduquez-vous. Là, la course à pied, c'est bon pour vos articulations. Donc, ça, ce serait un message clé. Un message clé. L'autre message clé par rapport aux blessures en général, dont on parlait d'entrée de jeu, oui, je suis d'accord, on n'est pas capable d'identifier dans la littérature des points pour dire assurément, ça, c'est un lien clair avec les blessures. Par contre, les changements dans l'entraînement, c'est vraiment le point clé qu'il faudrait évaluer chez vos patients qui viennent avec une blessure de course. Essayez de voir qu'est-ce qui a changé, soit dans la quantité de charge, soit dans la capacité de la personne. C'est souvent l'aspect qu'on oublie, la capacité. Donc, allez voir plus loin que juste les charges d'entraînement. Comment va le sommeil, comment va le stress, l'anxiété, etc. Parce que ces facteurs-là, je pense qu'on les sous-estime grandement, puis ça interagit clairement avec les charges d'entraînement. Donc, ne pas oublier le big picture, comme on dit. Comme l'élément qu'on néglige des fois quand on parle de blessures en général. C'est ça, exact. Puis, ce serait quoi les derniers messages que tu pourrais transmettre à des patients, des gens coureurs qui ont vécu avec un historique de blessure, qui seraient à un point où ils sont rendus découragés de pouvoir pratiquer leur course à pied sans blessure? Tu as un message d'espoir pour eux? Ce serait quoi ton message clé pour les gens qui disent, tu sais quoi, moi, là, j'ai toujours été blessé, j'arrive pas à retourner à la course? Ouais.
Dans ces cas-là, c'est sûr, retourner à la base. Souvent, les gens vont dire je me blesse toujours, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'ils retournent, ils essaient de courir 20 minutes, 30 minutes. Puis ne considérez surtout pas que de courir 5 minutes, c'est ne rien faire. Ouais, ça c'est Donc, vrai. moi, mon point clé, là, c'est vraiment de stimuler votre corps souvent, mais moins à chaque fois. C'est-à-dire, vous courez 5 minutes, là, ça vous paraît rien parce que cardiovasculairement, c'est facile pour vous. Mais dans 5 minutes, vous avez 400 à 450 répétitions d'impact par jambe. Ça, c'est significatif. Là. Puis c'est ce que j'explique à mes patients. Je dis, écoute, si je t'avais dit aujourd'hui, on va commencer un exercice, on commence tranquille, fais-moi 400 répétitions. Qu'est-ce que tu vas me dire? Puis là, ils réalisent, ouais, c'est ça, ça n'a aucun bon sens. Ben, c'est exactement ça. Puis c'est juste 5 minutes de course. C'est vrai. Donc, 5 minutes de course, ça compte. Donc, vas-y très, très graduellement, repars de la base, puis monte vraiment lentement, puis tu vas être capable de progresser en course à pied. Ça, c'est vraiment un point clé. L'autre point clé, j'essaie d'inspirer des fois les athlètes qui sont de pas très, j'allais dire de pas très haut niveau, les athlètes plus récréatifs, je devrais dire. En leur parlant des athlètes de haut niveau. Qu'est-ce qu'ils font? Souvent, on dit ça. Le joueur de hockey veut savoir qu'est-ce que le joueur de la LNH fait. C'est Sidney Crosby. Exactement. En fait, maintenant, c'est Connor McDavid. Exactement, oui. Puis à un moment donné, ça va être Connor Bedard. Oui, c'est vrai. Mais bref, je dis à ces gens-là, moi, dans ma carrière, les athlètes en course à pied que j'ai vus qui avaient le plus de succès. Pour moi, du succès, c'est pas nécessairement gagner toutes les courses, c'est être capable de faire tous leurs entraînements, de performer au niveau qu'ils veulent, qu'ils espèrent performer. C'est ceux qui sont capables d'ajuster leur entraînement en fonction de comment ils se sentent. Donc, c'est pas parce que ton programme dit aujourd'hui, fais 1 heure de course que tu dois faire 1 heure de course. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ça dit cours à 5 minutes le kilomètre que tu devrais courir à 5 minutes le kilomètre. Donc, ajuste en fonction de comment tu te sens. Puis, je pense que ça, c'est un point clé que les gens ont tendance à oublier. Puis, inquiétez-vous pas, là, le reste du programme, on va le modifier ou votre coach va le modifier ou vous allez pouvoir le modifier puis vous allez atteindre votre objectif pareil. Clairement. Très bon message clé. C'est quoi tes objectifs de course personnelle pour l'année, toi? Fais-tu des courses cette année? Oui, j'ai un 50 kilos en trail là, en début mai. Mi-mai. Mi-mai. Ouais. Dans l'Ouest? Oui, dans l'Ouest. Nous autres, on a très peu de racines chez nous. C'est de la roche. Ouais, c'est ça. C'est sec. C'est du gros roc pointu. Là. Ouais. Fait que même en chaussures minimalistes, ça se fait bien. Parenthèse. Okay. C'est ça. Donc, c'est une course, c'est un one-way. Là. C'est juste un aller simple, 52 km. Fait que ça, j'ai hâte de faire ça. Puis je pense peut-être faire une autre un peu plus longue à l'automne. On va voir comment l'entraînement va. Là. Je pensais peut-être faire un 80, mais ça reste à voir. Vas-tu être à la course de la clinique du coureur en juin ou non? Je ne sais pas encore. Je l'ai fait l'année passée. Oui, mais c'est ça, tu as fait le 50. J'ai fait le 50, ça a été tough. Oui, apparemment. J'ai entendu beaucoup de choses de ce 50-là. Mais moi, je refais le 30 de la clinique du coureur. Fait que ça, c'est le début de saison. Puis, objectif fin de saison, Arikana 65. Fait que je t'en donnerai des nouvelles. Oui, j'ai bien hâte d'entendre ça. Écoute, Jeff, merci énormément. C'était vraiment cool. Belle mise à jour des connaissances sur la course à pied. Je pense que c'est très complémentaire à l'épisode 1 avec Blaise. Puis, vous êtes les deux d'excellents vulgarisateurs. Si les gens veulent en savoir plus, le site de la clinique du coureur est une bible d'informations. Veux-tu juste donner peut-être les informations générales? Il y a quelques plateformes de réseaux sociaux aussi. Fait que où est-ce qu'on peut trouver ces informations-là? Oui. Ben, la clinique du coureur, comme tu dis, Alexis, on est un peu partout. Là. On a le site web qui contient plein de ressources pour les coureurs, pour les professionnels de la santé. On est sur les médias sociaux, évidemment. On a différentes branches, à la clinique du coureur. Donc, si vous voyez la clinique du coureur, on a des branches Europe aussi. Donc, s'il y en a qui nous écoutent d'Europe, vous pouvez avoir du contenu plus local. Mais sinon, si vous êtes au Québec, je vous suggère de suivre ceux qui ne disent pas Europe francophone. Oui, c'est ça, exact. Donc, autant sur Facebook que sur Instagram. Puis, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont plus justement des coureurs, qui veulent en savoir plus sur l'entraînement et compagnie, on a maintenant aussi le coaching du coureur qui offre beaucoup de ressources, des webinaires, des ressources éducatives, des clubs de course, etc. pour aider les gens à s'entraîner. Puis, est-ce que toi, personnellement, comme chercheur, t'es-tu un peu sur Twitter, sur Instagram, je ne sais pas trop, si les gens veulent aller plus geek dans la recherche que tu fais? Là? Oui, je suis de moins en moins actif sur Twitter, mais écoute, je suis encore là puis je poste encore des choses. Je suis sur Instagram aussi, sur Facebook, mais je ne suis pas le plus actif sur les médias sociaux. C'est vraiment difficile, c'est un monde. Oui, c'est ça. Puis moi, je le fais de façon professionnelle seulement. Là, vous ne verrez pas des photos de ma famille. Non, c'est tout ce qui a trait à la course. C'est ça, exactement. Ouais.
Cool. Jeff, merci encore une fois. Puis j'espère que tu as apprécié l'expérience de ton 3e podcast aujourd'hui. Puis au plaisir de se reparler dans le futur. Bon retour plaisir. Aussi dans l'Ouest. C'est quand que tu repars? Je repars dans 2 jours. Bon, fait que bon retour dans l'Ouest. Salut Jeff. Merci beaucoup Alexis, c'était super le fun. Yes, salut. Plaisir.